Eh bien, bonsoir à tous. Merci d'être là avec nous ce soir pour cette première conférence de l'eSport Challenge 2021, deuxième édition. Donc, ce soir, nous aurons une table ronde avec des invités de marque. Nous vous avons pardon préparé eh bien un petit débat ce soir sur le sport et l'e-sport, outils d'attractivité du territoire. Alors, on va découper ça un petit peu, évidemment, avec les intervenants, qui seront au nombre de 6 ce soir, si tout va bien, évidemment. Nous découperons ça en première partie avec l'attractivité touristique, ce que peut apporter en fait tout simplement l'e-sport et le sport, chacun de leur côté, aux régions, aux départements, que ce soit voilà, de la plus petite ville à carrément une région ou une moitié de l'État. Euh, donc là, ce sera vraiment l'activité touristique. En deuxième, l'attractivité pardon, économique. Donc voilà, là on sera vraiment sur la partie business avec voilà des invités qui auront fait un peu, qui ont roulé leur boss dans ce monde-là. Je vais être rejoint tout de suite par deux invités qui sont Nicolas Sauvant-Magnier et Patrick James. Bonjour Patrick et Nicolas. Bonjour. Bonsoir Romain. Alors, bonjour. Alors, nous sommes donc je vais commencer de gauche à droite. Patrick James qui nous rejoint, organisateur de grands événements sportifs. Alors Patrick, tu vas un peu nous parler un petit peu de ton parcours. Peut-être un homme de l'ombre. Pas tout le monde évidemment connaît le nom Patrick James, mais voilà, on a hâte de savoir sur quoi tu participé, qu'est-ce que tu as créé et quel est un petit peu le voilà le parcours que tu as effectué. Alors pour ma part, déjà, merci beaucoup de me recevoir. Effectivement, totalement dans l'ombre, hein, soyons clairs et lucides. Pour ma part, donc j'ai commencé plutôt dans les collectivités territoriales où j'étais directeur de cabinet de président de chambre de commerce et d'industrie. Puis, assez logiquement, ça m'a donné envie de créer mon entreprise. Je l'ai créée et en fait, plus qu'organisateur d'événements, on accompagne les organisateurs d'événements du territoire. Parmi le Tour La Provence, le Mondial La Marseillaise, un événement très sympathique qui va avoir lieu au Doc qui s'appelle Game of Doc. Voilà, ce genre de choses. Et donc ça a été, j'allais dire, une évolution naturelle parce que quand on regarde le sujet de la soirée, bah, c'est vraiment ce facteur d'attractivité que j'ai voulu convertir, j'allais dire, de la partie un peu plus théorique par l'institution à la partie très pratique par l'entrepreneuriat. D'accord, très bien. Eh bien, merci pour ce court résumé. Alors, on ira un peu plus en profondeur dans les détails par la suite dans le débat. Sans plus attendre, on va présenter Nicolas Sauvant-Magnier qui est avec nous ce soir, quelqu'un avec qui on collabore depuis longtemps. Nicolas Sauvant-Magnier qui est vice-président de la Chambre des commerces et de l'industrie du Pays d'Arles, président Maximus Cup. Nicolas, bonsoir. Est-ce que on peut avoir un petit résumé du parcours un peu à la manière de Patrick? On va y recroiser une institution que Patrick a citée, c'est les chambres de commerce. Donc pour ma part, je suis cinquième vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles. Donc le Pays d'Arles, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le nord du département des Bouches-du-Rhône. J'y suis en charge du au cours de cette Ah, mandature qui va bientôt s'arrêter puisque les chambres consulaires seront renouvelées à la fin de l'année par notre président de créer un événement autour de l'e-sport qui s'appelle Maximus Cup. C'est pour ça que je change les deux casquettes. Vice-président de la Chambre de commerce en charge du numérique et président de l'association Maximus Cup qui a créé Maximus 17. d'accord, en 2017. Donc Maximus Cup, c'est 3 éditions, c'est bien ça? 3 éditions, on aurait bien aimé l'année dernière, mais la Covid a décidé autrement. Mais effectivement, c'est trois belles éditions en Pays d'Arles. Très bien. Eh bien écoutez, je pense que sans plus attendre, nous pouvons commencer. Je vais d'abord, on va faire une rapide introduction sur ce qu'on va aborder en premier. Donc on va commencer par du coup l'industrie du sport et de l'e-sport en région sud. On va se concentrer vraiment sur nos régions, donc PACA et autour. Patrick, par exemple, est-ce que tu peux nous parler d'un peu des projets qui t'ont tenu à cœur, des projets qui t'ont marqué un peu autour vraiment de l'événementiel sportif à grande échelle, hein, je pense à ce que tu nous as expliqué tout à l'heure. Est-ce
est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment ça s'est créé, qu'est-ce qui en est venu et qu'est-ce que ça t'a apporté? J'allais dire, c'était quelque chose d'assez naturel, encore une fois, de par mon parcours. J'ai vite vu que ceux qui faisaient le territoire en matière d'attractivité, c'était un juste équilibre entre la dimension institutionnelle, la dimension entrepreneuriale et puis l'habitant en lui-même. Et ce qui fédère les trois, c'est le sport. Particulièrement, j'allais dire, quand on regarde les grands événements qu'on a accueillis. On a de la chance, on est une terre d'accueil de grands événements. On va avoir les JO en 2024 qui vont être un événement magnifique sur Marseille, mais il ne faut pas oublier qu'on a eu le rugby. Un peu plus tôt, on avait eu la Coupe du Monde en 98, le Grand Prix de Formule 1. Enfin, on a vraiment beaucoup de choses, l'Euro de football, etc. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on a vraiment un outil d'attractivité pour le coup, parce qu'il est de notoriété commune. J'allais dire que c'est une manière de travailler une image. Pour Marseille, c'est particulièrement intéressant. Il y avait un moment où on parlait beaucoup de choses pas très sympathiques quotidiennement sur Marseille. Et puis petit à petit, il y a eu notamment Marseille-Provence 2013, plutôt sur un volet culturel, mais qui après s'est converti petit à petit et le flambeau sportif a bien été repris. Donc ça permet de travailler une image, ça permet d'aller au-delà de ses propres frontières, puisque on le sait, par exemple, si on regarde un club comme l'Olympique de Marseille ou même comme MCES petit à petit, même si, je veux dire, voilà, toute proportion gardée, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une fanbase qui est immense, qui connaît parfaitement son club et qui parfois, j'allais dire, ne sait pas forcément mettre sur la carte la ville. Et ça, c'est hyper intéressant parce que derrière, quand on harmonise le travail à travers des événements et à travers les différentes autorités décisionnelles, que ce soit les pouvoirs publics, les entreprises, etc., c'est là qu'en fait, on vient apporter de la lecture et de l'intérêt pour un territoire au-delà de l'événement sportif, de la marque ou du club ou même de l'athlète que l'on suit. Donc voilà, c'est quelque chose de très intéressant, notamment aussi parce que ça dépasse beaucoup, beaucoup de clivages. C'est un des rares éléments qui fait sauter notamment les clivages politiques. Et puis, en général, et surtout particulièrement dans les sports, moi je suis très admiratif de l'esprit e-sport parce qu'il y a un respect, il y a une convivialité qui est réelle et qui fait que on arrive à se connecter, j'allais dire, bien au-delà de nos propres territoires. Et donc, ce faisant, on parle à des futurs habitants, des futurs investisseurs. Et c'est tout le propos, je crois, de notre discussion. C'est comment, avec ces événements-là ou ces clubs, enfin, à travers la pratique professionnelle du sport, on peut attirer un renouvellement de son territoire local, j'allais dire. Ok, très bien. Nicolas, est-ce que tu peux, par exemple, est-ce que tu as récupéré un peu des similarités ou des différences par rapport au fait d'organiser des événements de grande envergure? Toi qui es plus du côté e-sport, qu'est-ce que tu peux relever comme différence avec le côté sport? Qu'est-ce qui te viendrait tout de suite? Alors, la démarche, du moins celle dont je peux parler, c'est surtout celle de l'organisation de la Maximus Cup, d'un événement, et Bien sûr, oui. de comparaison qu'on peut avoir avec certains événements sportifs. C'est vrai qu'on peut noter énormément de similitudes entre le sport et l'e-sport. On a la starification, on a tout un tas de qui sont en commun, on commence à remplir des salles avec des gens qui viennent voir de l'e-sport et qui ont la même fougue, le même entrain pendant la compétition qu'on peut retrouver sur un match de l'OM ou sur des choses comme ça. On a vraiment on sent que le public est avec les joueurs. Donc, on a énormément de commun là-dessus. On a la professionnalisation en commun aussi. Et je dirais, on a comme différence, malgré tout, la structuration de la filière amateur. C'était l'objet d'une conférence très intéressante l'année dernière. C'est-à-dire qu'on a l'e-sport qui, malgré tout, en ayant énormément de points communs avec le sport traditionnel, on a l'impression que Mhm. l'e-sport fait sa démarche à l'envers. Elle l'a fait par la professionnalisation avant d'avoir des ligues, des championnats, des choses comme ça. Donc, c'est une différence. Par contre, sur le point de vue de l'activité, avant de parler du territoire, moi, je le vois surtout sur le point
de vue à la fois touristico-économique, avec mes deux casquettes, c'est-à-dire Maximus Cup, qui est une compétition qui se déroule en fin d'année sur le pays d'Arles, qui est un territoire excessivement touristique. Arles est une commune qui a des plages, même si c'est la plus grande commune de France, qui a des plages, qui accueille des touristes, qui attire de grands événements, notamment en juillet-août, on a les rencontres de la photo, etc. Avoir organisé Maximus Cup en plein été aurait été un non-sens. On venait remplir des hôtels qui étaient déjà pleins. Ça n'avait pas de sens. En fin d'année, par contre, un événement d'arrière-saison, du point de vue économico-touristique, complètement on a ramené les gens dans le pays d'Arles au moment où le touriste classique qui vient chercher le soleil, les plages, les traditions provençales, les balades au bord de mer, etc., n'est plus là. Donc l'e-sport remplit la même fonction qu'on aurait rempli une compétition d'autre chose. On aurait pu avoir un grand match de basket, de handball ou de n'importe quoi sur le même week-end de la Maximus, qui aurait eu le même effet, on va dire, sur le sport. Ce que je relève toujours autour de l'e-sport, c'est à nouveau, c'est casser des clichés qui font qu'on imagine que les gens qui pratiquent l'e-sport le pratiquent à huis clos, au fond d'une chambre, dans des salles obscures, etc. Et de rappeler que les e-sportifs sont comme les sportifs, ils aiment se retrouver et être entre guillemets dans l'ambiance des LAN, comme on aime être dans l'ambiance des matchs, et que c'est l'e-sport et même le sport une opportunité pour le territoire de faire se déplacer, se mélanger les gens, etc. Qui a souvent avec le Covid, se mélanger, c'est pas forcément une bonne ouvrir l'esprit. D'accord, très bien, effectivement. Oui. C'est vrai que, par exemple, Patrick, sur ce que disait Nicolas, il y a un impact qui est indéniable sur le tourisme dès qu'on parle d'événements sportifs ou e-sportifs. Hein, là, je fais pas de différence. L'impact touristique, est-ce que c'est quelque chose qu'on va prendre, disons, dans le top 5 des importances et des répercussions? Est-ce que l'impact touristique, il se trouve dans ce top 5? Est-ce que c'est quelque chose qu'on va retrouver en premier? Est-ce que c'est quelque chose qui nous intéresse mais qui ne passe pas au premier plan? Comment ça se passe dans le développement d'un grand événement? Je pense que enfin, selon moi en tout cas, c'est en premier parce que c'est ce qui est le plus immédiat. Typiquement, là, quand on prend des exemples précis, c'était très intéressant ce que disait Nicolas par rapport à la planification qu'on peut faire en fonction des saisons. Le Tour cycliste à Provence, ça a lieu en février. On peut se dire que la région en février, c'est pas le plus idéal. Nos pauvres cyclistes affrontent des conditions parfois un peu rudes. Sauf que ce qui est génial, c'est que ça donne l'opportunité au bon moment de la saison de montrer les plus belles images de notre territoire pour donner envie aux futurs touristes de venir, notamment à partir des jours un petit peu plus beaux qu'on peut, caler au niveau de mai, quoi. Donc en fait là, on a purement un outil promotionnel. C'est plus de 700 millions de foyers perçus le Tour cycliste à Provence. Vous imaginez? Donc c'est une vitrine fabuleuse. Donc typiquement, ça veut dire que si c'est fait intelligemment, c'est un outil de planification. De la même manière, la première phase, c'est cette sorte de vitrine, c'est aussi les retombées directes et indirectes immédiates. On en parlait ce matin, il y a eu la conférence de presse du Mondial La Marseillaise. Il faut savoir que le Mondial La Marseillaise, aux retombées directes et indirectes économiques sur la région, c'est 16,2 millions. Et c'est amusant parce qu'en fait, on n'y pense pas. Si on ne s'intéresse pas vraiment à la chose, je pense que beaucoup de concitoyens passent à côté sans même s'en apercevoir et peut-être même parfois se demandent-ils pourquoi on en fait tant sur des événements sportifs comme ça, qui sont parfois un peu lointains. J'entends par exemple la Coupe du Monde de rugby à Marseille, ça a paru lointain pour certains en se disant Marseille n'est pas une terre de rugby, pourquoi on vient faire ça? Eh bien parce que ça a rapporté 145 millions à la région en retombées directes et indirectes, parce que notamment il y avait tous les pays pratiquants de rugby au monde qui sont venus, et qui sont venus aussi pourquoi? Par l'attractivité d'une ville comme Marseille, avec la plage et avec toute sa région qui va avec. Donc en fait, on voit que ça marche vraiment dans les deux sens, quoi. Donc c'est ça en fait que je trouve hyper intéressant, passionnant, parce qu'on n'est pas juste dans une démarche purement d'organisateur, j'allais dire, qui ne sert que ses intérêts. Et d'ailleurs, on voit il y a toujours sur la dimension sportive organisationnelle, il y a toujours une approche très, j'allais dire,
partenariale entre l'organisateur et les différentes autorités. Vous savez que vous avez besoin de beaucoup d'autorisations des préfectures et ainsi de suite pour arriver à organiser votre événement. Donc ça fonctionne de plus en plus de concert et de manière de plus en plus vertueuse. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que si on regarde sur les 30 dernières années, en fait, on était vraiment dans une approche au départ avec les JO d'Albertville où on était dans l'immédiateté. On s'est dit, tiens, en fait, organiser les JO et les grands événements internationaux, ça rapporte de l'argent immédiatement, que ce soit de manière directe ou indirecte. Donc, on s'est lancé vraiment là-dedans et tous les éléments que je vous ai donnés sont un peu l'héritage de cet esprit-là. Et petit à petit, c'est-à-dire, ça s'est transformé. Dans les années 2000, on s'est dit, oui, mais il y a une vie après l'événement. Donc, on a commencé, à l'occasion des Coupes du Monde, par exemple, à recréer des quartiers entiers autour d'un stade, par exemple, avec des aires urbaines totalement modifiées, neuves ou alors refondées. Donc, on s'est dit, tiens, il y a quelque chose de plus. Il y a les retombées, mais il y a aussi ce qui va se passer après. Et maintenant, et notamment, je pense que ça va être beaucoup accéléré par la Covid et aussi, je pense, par les JO 2023 qui ont senti un petit peu je pense vraiment cet moment de notre société, c'est que maintenant, en fait, ça doit redevenir un peu ce que ça a été au tout début quand on reprend, j'allais dire, les jeux du cirque, etc. C'est que ça devient un outil, entre guillemets, de propagande au sens strict du terme, non connoté, pour dire, voilà, dans l'état actuel, voilà la société que l'on veut. Et donc aujourd'hui, on voit poindre de l'économie sociale et solidaire, on voit beaucoup d'attention sur les emplois créés, seront-ils durables ou pas. Bien sûr, le développement durable est une cause centrale maintenant, et tout ça vient s'agréger. Donc on voit que il y a vraiment, ça fait de plus en plus, à mon sens, partie prenante des différents organismes et des territoires pour pouvoir se développer. C'est pas juste les organisateurs dans leur coin qui se font plaisir et qui font de l'argent en créant un événement. C'est tout un ensemble qui s'harmonise. Tout le monde a bien compris qu'on a parfaitement intérêt à agir comme ça. D'accord, ouais, et du coup, c'est là où on va pouvoir rebondir effectivement sur l'expérience de Nicolas, qui lui est vraiment plutôt du côté, en tant que vice-président de la Chambre des commerces et de l'industrie du Pays d'Arles. On est vraiment plus dans la partie, comme tu disais Patrick tout à l'heure, avoir les autorisations, demander voilà les salles à louer, etc. On est vraiment dans le côté plus, je dirais pas politique, mais on est vraiment plus à côté des mairies, des collectivités régionales, etc., pour organiser ces événements de grande envergure. Nicolas, est-ce que tu peux un peu nous parler de comment tu as pu amener un projet qui, tout simplement, était quasiment inconnu pour la plupart des gens, puisque c'était un produit e-sport en fait, que tu as amené à un événement où ils ont dû dire à un moment, mais attendez, c'est pas une compétition de handball que vous nous proposez, c'est du League of Legends et du Counter Strike. Comment est-ce qu'on vend, comment est-ce qu'on pas comment est-ce qu'on vend, mais comment on l'explique aux gens, et comment on arrive à détruire les préjugés et voilà, les idées conçues et reçues depuis des années qu'on a sur l'e-sport n'est pas du sport, etc. Ce sur quoi on avait débattu l'année dernière. Comment on arrive à vendre ce genre d'idées? Euh, c'est difficile. C'est Oui, difficile. Alors déjà, j'imagine. pour une raison basique, c'est que il n'y a pas de case dans laquelle on peut remplir, cocher, qui correspond à l'e-sport dans un formulaire de demande de subvention, de demande d'aide, etc. Tout simplement parce que l'e-sport n'a pas de fédération. On n'a pas de fédération. Comme je disais, il n'y a pas de amateur structuré, il n'y a pas de fédération. Et donc, c'est difficile de savoir par quelle porte rentrer dans les différents services de l'État quand on essaye de nouer des partenariats. Parce que je reviens complètement sur ce que disait Patrick, on n'est pas là pour créer un événement et faire du fric, etc. Ça ça marche plus, ça. Aujourd'hui, il faut nouer des partenariats avec toutes les collectivités territoriales. Si on veut monter des événements d'envergure, il faut travailler tous ensemble et dans les compétences de chacun. Chambre de commerce, développement des entreprises, etc., développement de l'économie. L'objectif d'un événement tel que Maximus Cup, c'est d'attirer les entreprises sur le territoire, d'aider les entreprises sur le territoire à se développer au-delà de l'événement, générer du chiffre d'affaires sur le territoire. Il faut savoir que on parle de sport, on parle d'e-sport, on peut parler de congrès, c'est la même chose.
quand on arrive à attirer un congrès sur un territoire, il y a l'euro qui sera dépensé au palais des congrès ou dans la salle d'événement, au parc Chanois Marseille des congrès à Arles, et il y a l'argent que les congressistes vont aller dépenser sur le territoire. Une fois que le congrès sera fini le soir, ils vont aller manger au restaurant, ils vont aller, etc. On en profite pour venir, avec, même si c'est un congrès professionnel, accompagné de son épouse, faire rejoindre ses enfants les week-ends, etc. Tout ça, c'est de l'argent qui est dépensé sur le territoire. Donc, à partir du moment où de l'argent est dépensé sur le territoire, on va toucher toutes les compétences du territoire. Parce que ça va créer de l'emploi, ça va permettre de développer de l'emploi, développer des entreprises, etc. Donc, à ce moment-là, à partir du moment où tous les parties prenantes sur le territoire, des mairies, parce qu'on a plusieurs strates en France, on a les mairies, on a les coms d'agglo, on a les départements, on a les régions, chacun a des compétences différentes. À partir du moment où tout le monde voit l'intérêt que peut avoir l'événement sur le territoire, souvent par le prisme économique, parce qu'il y a déjà des collectivités qui ont la compétence emploi, qui ont la compétence économique, d'autres qui ont la compétence, etc. Un gros territoire profite, s'il est bien géré de manière collaborative avec les entités, c'est bonus pour tout le monde. Donc ça, c'est le point, je veux dire, il faut pas perdre de vue. Malgré tout, il reste économique, hein, c'est-à-dire qu'on amène de l'argent de la dépense sur le territoire. Si on le fait avec tous les acteurs du territoire, c'est bénéfique pour tout le monde. Peut-être il y a l'organisateur qui va effectivement peut-être faire son drap, mais comme il n'aura pas les aides des soutiens publics, etc., ça va pas faire un événement qui va bien se passer. Tout gros événement sur un territoire ne peut se faire qu'en concertation avec toutes les collectivités territoriales. D'accord. Donc, effectivement, là, on voit, bon, il y a évidemment l'aspect économique, c'est ce qu'on abordera en deuxième partie, donc je vais essayer de pas approfondir là-dessus, mais je garde évidemment ce que tu as dit, Nicolas, pour ensuite revenir là-dessus, parce qu'on aura plein de choses à débattre avec, je perds le focus de ma caméra, ça va revenir, pas de souci. Du coup, je voulais rebondir sur quelque chose que tu as dit au début. C'est vrai que dans la partie purement, on va dire, publique, quand on veut faire un événement, on cherche la quasi-sport, il n'y en a pas. Alors, c'est vrai que, dit comme ça, c'est vrai qu'on se dit, c'est une fiche à changer, c'est quelque chose. J'imagine que c'est tout un process derrière, c'est quelque chose qu'il faut, voilà, qu'il faut créer, qu'il faut, de toutes pièces, hein, évidemment, ça prend du temps, il faut des validations à droite à gauche. Patrick, toi, tu as fait des événements avec des partenariats avec les communes, les régions, les villes, etc., j'imagine. Euh, Si demain tu étais amené à créer par exemple un événement e-sport, mettons que tu tombes amoureux d'un jeu vidéo, d'une compétition, d'une scène e-sport, et tu te dis ça y est, c'est moi, il faut que j'y aille, il faut que je crée quelque chose, j'ai envie de proposer, d'avoir force de proposition. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce que tu changerais par rapport à ton approche dans ce que tu vas chercher dans les partenariats si tu proposes quelque chose d'e-sportif au lieu de quelque chose de sportif? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu changerais dans ta manière de faire, dans ton approche? Alors déjà, je pense que ça serait, vraiment, moi, je rends hommage à la CCI du Pays d'Arles parce que je trouve qu'ils nous ont prouvé que quand on a envie, on peut rebattre les cartes. Et c'est ça qui est passionnant avec l'e-sport, c'est que il n'y a pas besoin, en tout cas, on est moins dépendant des méga structures qu'on peut trouver dans le sport classique, qui sont déjà très établies dans certaines villes, certaines régions. Donc celui qui a envie, qui sait s'y prendre comme l'a fait la CCI du Pays d'Arles, ben, peut arriver à faire sa place. Et ça, c'est génial parce qu'on parlait un peu d'échecs, j'allais dire, en attendant le lancement du live, sur l'échiquier, il y a des choses qui peuvent bouger. Donc c'est hyper intéressant dans l'approche. Ben déjà, je pense que c'est très souhaitable qu'il y ait de plus en plus de gros événements e-sport. Donc, c'est clair que déjà, j'allais dire, je m'y intéresse et puis je pense que je m'appuierai sur des gens qui savent faire très clairement. Je perds pas de vue, en fait, si vous voulez, que, à mon sens, ce qui est en train de vivre le e-sport, c'est ce qu'a vécu le foot dans les années 70, 90. C'est-à-dire qu'on l'oublie, hein, parce que maintenant, c'est des superstars, mais ils n'étaient pas spécialement reconnus par la société, nos amis footballeurs. C'était pas quelque chose de très porteur. Le e-sport, il y a eu une période comme ça, hein, on le sait tous malheureusement. Pour autant, là maintenant, le e-sport a le vent en poupe, et donc je pense que d'une part, il ne faut pas oublier ceux qui ont fait qu'on en est là aujourd'hui. Donc tous ceux qui ont tenu et qui étaient là aussi quand les temps étaient moins brillants, j'allais dire. Donc je m'appuierai sur le savoir-faire parce que, j'allais dire, il faut qu'il y ait une totale solidité technique. Je pense que ce qui changerait, ça serait
j'approfondirais beaucoup l'argumentation sur la faisabilité et la stabilité technique de tout ce qu'il y a à installer, parce que je pense qu'aujourd'hui, certains décideurs, certains sponsors, certaines collectivités se disent, oula, ça m'est un peu étranger, je sais pas quelle est la fiabilité qu'il y a réellement derrière tout ça en termes de livraison d'événements, de retombées réelles, etc. Donc, il y aurait deux éléments. Il y a une dimension un peu pédagogique pour apprendre quelles sont les retombées réelles, montrer que, par exemple, maintenant, des joueurs de e-sport sont des ambassadeurs de Mercedes. Ça peut paraître rien, et pourtant, je trouve que ça veut dire beaucoup, beaucoup de choses. Donc voilà, il faut rassurer avec de la vulgarisation et après s'assurer, pour moi, d'être bien accompagné par des experts du domaine parce que ça s'improvise pas. Et puis après, faire preuve de volonté. Et je pense quand même que ça a de l'avenir, hein, très franchement, quand on commence un peu à sentir un peu le territoire, à regarder, tout le monde s'intéresse, ils ont besoin de partenaires de confiance. Donc voilà, je pense que c'est ça qu'il faut vraiment arriver à installer. C'est cette confiance, elle passe, à mon avis, par de la compréhension. D'accord. Alors, tout à l'heure, on discutait de. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé dans cette première partie. Euh, on n'a pas parlé du circuit amateur, mais tout à l'heure, Patrick, tu disais que. Non, c'était Nicolas, je crois, pardon, qui avait dit que effectivement l'e-sport avait fait l'inverse du sport, c'est-à-dire au lieu de passer par le circuit amateur, on était passé par le pro directement, et petit à petit, on commence. Il y a quelques années, on a commencé à voir les premières écoles d'e-sport, on a commencé à voir les premières, comment dire, les premiers centres où en fait les gens peuvent juste venir s'entraîner, un peu comme n'importe quel club de sport qu'on a dans sa ville, en amateur. Euh, Déjà, moi, outre la question de pourquoi ça s'est passé comme ça, parce qu'au final on n'a pas forcément la réponse, euh, qu'est-ce qu'il faudrait, est-ce que ce serait intéressant déjà, et si ça l'est, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour mettre en avant un circuit amateur, vraiment mettre en avant le monde de l'amateurisme, hein, sans contexte péjoratif ou quoi que ce soit, de l'amateurisme dans l'e-sport, à la même manière que le sport, hein, voilà, on voit tous les enfants qui sont inscrits dans des clubs dès le plus jeune âge de n'importe quel sport. Est-ce que est-ce que ce serait vraiment intéressant, est-ce que ce serait vraiment à faire au niveau touristique, au niveau attractivité territoriale, de se dire, enfin de faire des clubs par exemple, hein, si on suit le même schéma que le sport, est-ce que ce serait intéressant, est-ce qu'il y aurait des gens qui se disent, voilà, je vais aller là puisqu'il y a un club à côté, il faut pas que les gens qui déménagent, les gens qui viennent visiter, oh il y a un club ici, je vais aller essayer, etc. Est-ce que ce serait vraiment quelque chose à faire ou quelque chose d'intéressant, Nicolas? Alors, je pense qu'il faudrait pas le faire. Je pense qu'il faut pas faire déménager des amateurs que la victoire et dispose de clubs, etc. Je pense que la filière amateur, elle a besoin de la case qui manque. Elle a besoin d'une reconnaissance. Les parents, parce que les plus jeunes sont très, très attirés par le jeu vidéo, etc. Les parents ont besoin d'une caution, donc d'un peu de structuration. Donc il faut qu'il y ait cette case. Cette case, c'est quoi en fait? C'est alors à terme fédération, mais une reconnaissance avec des éducateurs formés, avec des choses comme ça, parce que du jour au lendemain, si tu ouvres un club de e-sport, de jeux vidéo au coin de la rue, est-ce que pour autant j'y laisserai mon fils, etc. Bon, maintenant moi ils ont l'âge d'y aller tout seul, hein, ça me demande mon avis. Mais est-ce que voilà, je me mets à la place de parents avec des enfants un peu plus jeunes. Voilà, qu'est-ce qui me dit que tout va bien se passer dans ce club, qu'elle va être, on parle tous aux addictions, machin, trop de temps sur les écrans, blablabla, qui sont de vraies problématiques aujourd'hui, pas qu'à travers le jeu vidéo, ouais, je sais pas, à travers les smartphones, etc. Si je prends la même démarche avec un club de rugby, le club de rugby, il est affilié à la Fédération française de rugby, oui. Voilà, la caution, elle arrive automatiquement par la fédération, par la reconnaissance de la fédération, par les pouvoirs publics, etc. Voilà. C'est plutôt autour de ça. Et ce que j'ambitionne autour de ça, c'est que ce soit une entreprise par toutes les régions et qu'on ne se déracine pas, qu'on ne parte pas de la région Occitanie pour venir en PACA, parce qu'il y a des clubs en PACA qui n'ont pas d'Occitanie, ou inversement. C'est un vœu que j'ai pour toutes les régions de France. Par contre, qu'un territoire ait plus d'attraction que d'autres, par l'énergie qu'il y a dans la région,
autour des entreprises, autour des événements, et ça va de pair avec les pouvoirs publics et des départements et des régions, que des régions attirent plus d'entreprises, plus de personnes à potentiel dans l'e-sport, etc., parce que la région envoie une odeur de dynamisme. Il y a toujours des coins dans les régions qui sont très basses, la PACA est très grande. On peut pas avoir de l'e-sport à tous les coins de rue en PACA, mais j'aspire de mes voeux que la région PACA devienne à venir mieux attire les entrepreneurs et les talents pour venir s'installer en région PACA, parce que les pouvoirs publics, même les entreprises privées, etc., insufflent une énergie forte autour de l'e-sport. Et cette énergie, elle ne peut venir qu'une collaboration complète entre les collectivités locales et les entreprises privées, les organisateurs d'événements. Ça se fait pas comme ça. Oui, un super événement, ça suffit pas. Derrière, on sent qu'il y a des entreprises, qu'il y a des endroits pour s'entraîner, etc. C'est tout un tissu autour de l'e-sport, et je respire de mes voeux pour la plupart. Et ça veut pas dire que l'e-sport, ça veut pas dire des open. Ça veut dire aussi le sport et l'e-sport, parce que souvent on oppose le sport et l'e-sport. On peut tout à fait, on dit est-ce que l'e-sport est un sport, c'est pas opposé, c'est complètement complémentaire. On pourrait imaginer d'organiser des événements dans lesquels on retrouve dans la même soirée, dans la même journée, dans le même week-end, du sport et de l'e-sport. C'est complètement, c'est pas antinomique, bien au contraire. D'accord, donc c'est vraiment deux choses complémentaires, c'est pas quelque chose, on va pas ranger l'e-sport dans la catégorie du sport, mais effectivement c'était le débat de la conférence qu'on a eu l'année dernière, hein, évidemment, on avait vraiment est-ce que l'e-sport c'est du sport? On avait évidemment débattu là-dessus, je vous laisse aller regarder dans les vidéos et les replays, si vous pouvez trouver ça, c'est très intéressant. Patrick, une question au niveau de l'amateurisme, je dis amateurisme à tort, hein, on va dire la section amateur dans le sport. Euh, Toi, tu as fait des événements sportifs, la plupart à haut niveau, hein, je pense qu'on peut dire ça, des événements sportifs à haut niveau. Est-ce que c'est quoi la différence entre créer, je vais faire le parallèle avec l'e-sport très rapidement, entre créer un événement de grande envergure pour les amateurs et pour les pros. Par exemple, la différence que je pourrais citer la plus notable, euh, la Gaming Gen, qui est une LAN à Gardanne, qui est centrée sur Counter-Strike et d'autres jeux, mais principalement sur Counter-Strike historiquement. Et de l'autre côté, sur ce même jeu, un circuit uniquement professionnel qui était les DreamHack Masters au Dôme de Marseille, qui ont ramené plus de 3000 personnes sur place, je sais plus combien sur le week-end, mais c'est des chiffres énormes. On a ces deux parallèles-là. Qu'est-ce que ce serait la différence dans le sport, dans l'organisation de ces deux événements? Qu'est-ce qui ressort en premier? Ouais, j'allais dire la finalité est pas la même. Dans le sport amateur, ton but c'est que, j'allais dire le public fait le participant entre guillemets quoi. C'est surtout ça que tu vas chercher, c'est tu vas chercher le plus de participants possible et accessoirement du public. Alors que quand on est dans l'approche professionnelle, on est vraiment sur une exigence top niveau où tout doit être réglé au millimètre pour que notamment il n'y ait le moins possible d'aléas sportifs. Alors l'aléa sportif existera toujours, mais il ne doit pas venir de causes organisationnelles. Donc ça, tu dois être absolument au millimètre. Et tu vas chercher des retombées, notamment, je pense, d'un point de vue économique, plutôt par le spectateur ou la revente de droits, etc. Donc ça, pour moi, déjà, j'allais dire, c'est une approche totalement différente dans la finalité. Après, je trouve que ce qui est événement, quand on parle d'amateurisme au sens vraiment noble du terme, mais en fait, il faut du professionnalisme dans l'amateurisme, c'est-à-dire que les structures dont parlait Nicolas, l'encadrement, la fédération au sens, j'allais dire, de nos fédérations, etc., exige un haut niveau de professionnalisme parce que sans ça, quand on est dans du sport physique, il y a toujours un risque physique. Et donc, il faut beaucoup de professionnalisme pour l'organiser. On ne peut pas faire un événement amateur où on expose les personnes, j'allais dire, à un risque d'accident ou de choses comme ça. C'est parfaitement impossible. Donc, ça nécessite toujours, j'allais dire, une coordination et une approche très professionnelle. De plus en plus, je trouve quand même qu'il y a une sorte un peu de convergence, c'est-à-dire qu'il y a quand même une évolution et je trouve que l'e-sport pousse aussi fort dans cet aspect-là, pousse le sport classique, on va dire. Il y a deux choses, il y a que la partie amatrice devient de plus en plus
faites comme des pros, et donc on va chercher de plus en plus à s'inspirer des événements professionnels de sport et d'être, j'allais dire, dans une proximité la plus fine possible, tout en restant raisonnable en matière de coût, parce que derrière, il y a toujours cette problématique-là. Et à l'inverse, on se rend compte qu'il y a quand même des formats qui deviennent de plus en plus appréciés dans le sport professionnel, qui sont plutôt des formats d'exhibition finalement. Hein. Quand on regarde certains fonctionnements, on peut se dire que finalement, le format exhibition, par exemple, la natation y est venue avec un format avec des bassins plus courts posés dans des stades, avec seulement les meilleurs, etc. On sort paradoxalement par rapport à ce que je viens de dire de la dimension dépendance à la fédération qui estampille, j'allais dire, un niveau de pratique et de performance, et deux, le droit à chacun de prétendre pouvoir accéder aux phases finales, etc., vers un modèle où finalement on est quand même sur un choix qui est plutôt orienté sur le spectacle et qui fait que on est un petit peu moins dépendant. Donc c'est un peu mouvant, je dirais, mais je pense qu'il y a vraiment une notion de, 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 de précision absolue dans le sport professionnel qu'on est obligé d'avoir pour des tas de raisons, qui est peut-être davantage recentré sur la sécurisation des personnes et le fait d'avoir une expérience agréable quand on fait de l'événementiel plutôt au niveau des amateurs. Après, les deux choses se marient bien. Hein. On a accompagné le Tour Savoie-Mont-Blanc, par exemple, où vous avez des professionnels et des amateurs. Et en fait, ça se marie très très bien. Les amateurs profitant d'un tour qui est professionnel, et c'est aussi comme ça qu'on fait éclore ce que j'aime bien moi aussi dans le rapport sport amateur, sport professionnel, ou peut-être à l'avenir e-sport amateur et professionnel, c'est que ça ouvre l'opportunité aussi dans des j'allais dire, des événements très organisés, de détecter des talents. C'est aussi fait pour ça quand on a ce genre d'approche mixte. D'accord, Et oui, c'est d'ailleurs effectivement, bah, oui, pardon, non, continue, non, non, mais enfin, à la je base, t'en quand prie. on regarde, c'est le cas par exemple du Mondial La Marseillaise, qui est un des derniers événements où finalement, sur le tirage au sort, quand vous inscrivez, vous pouvez tomber contre les champions du monde de pétanque alors que vous êtes un parfait amateur qui est venu. Ça fait partie de l'identité même de l'événement. Et j'allais dire, c'était un peu à la base ce qu'on devait retrouver des JO et ce qu'on retrouve d'une certaine manière avec certaines nations qui envoient des amateurs, etc. Tout ça est porteur de sens et permet de faire beaucoup, beaucoup de choses, quoi. Donc je pense que les trois modèles purement amateurs, très axés sécurité, donner envie de pratiquer et de venir à l'événement en parfaite sécurité. La partie mixte où on va chercher plutôt des talents, par exemple, et la partie ultra professionnelle où on est dans la performance pure. Je pense vraiment que ce triptyque me semble assez incontournable. Et du coup, pour rebondir là-dessus, Nicolas, la Maximus Cup, on pourrait la voir comme un événement mixte, puisque on a eu, par exemple, des tournois de Fortnite pour 100 personnes, avec des gens de tout âge, des gens qui n'avaient évidemment pas de structure, qui venaient entre amis juste pour s'amuser. On avait des structures pro comme Rogue Esport qui étaient venus vraiment pour du pro, quoi, tout simplement, pour être là. Ils sont là Ouais, pour gagner, quoi. Et déjà bien. des gens qui sont là juste pour participer, s'amuser. Donc Maximus Cup, est-ce que ce serait vraiment le modèle sur lequel vers lequel on vise pour un événement mixte qui rameuterait le plus de gens possible? Oui, ça, moi j'aime bien en fait avoir un peu les têtes de série, les champions. Même si effectivement, on est sur quelque chose qui est moins structuré que le sport. Et puis d'ouvrir la porte aux parfaits inconnus, amateurs, passionnés surtout, parce que ça veut dire qu'on a sacrifié son week-end, on a l'argent Charles pour jouer, etc. Alors, je pense, ce qui est appréciable à la Maximus Cup, c'est qu'on a permis à des gens aussi qui n'étaient pas forcément très équipés, parce que je vois bien l'édition à laquelle tu fais référence, où on a mis à disposition 200 configurations gamer complètes auprès à disposition des gens qui sont venus jouer, c'est-à-dire qu'on est venu jouer tout confort. Pour rappeler qu'une LAN, normalement, on arrive avec le bras, le folklore, et cette édition-là, effectivement, on avait accueilli tous les joueurs Fortnite sur des configurations gamer qui avaient été mises en place par un de nos partenaires. Et donc, on a permis aussi à des gens qui n'avaient peut-être pas la config qui allait bien à la maison de venir jouer. C'est un peu comme si au tennis, on n'avait pas la bonne raquette, quoi. Le talent fait les choses, mais à un moment donné, il faut quand même avoir un peu les outils au même niveau que les autres. Donc, effectivement, oui, c'est un modèle
qui ressemble un peu au modèle mixte que vient de décrire. De toute façon, quand on organise, je crois que l'élément indispensable, c'est dans le sport, en tout cas, c'est de garantir une équité sportive. Si on n'est pas capable de garantir ça, c'est impossible. C'est inenvisageable, que ce soit amateur ou pro, c'est un maître mot, quoi. Complètement, complètement. Oui, évidemment. Alors, je vois que l'heure tourne. Pour rester dans les temps, je pense qu'on va finir par une ou deux questions du chat qui ont été relevées. Alors du coup, je vais poser la question, je vous laisserai répondre ensuite. Donc la première assez simple. Sur la Maximus Cup pour Nicolas et sur le Tour de Provence pour Patrick, est-ce qu'il y a eu concertation avec l'Office du tourisme des villes qui hébergeaient l'événement? Du coup, on va commencer par Patrick, pardon. Oui, clairement, clairement. D'autant que, j'allais dire, historiquement, enfin, on a une référence absolue en France qui est le Tour de France, hein, organisé par ASO. Très clairement, ce sont des habitudes de travail qui sont, là aussi, c'est devenu indispensable, quoi. C'est très clairement, on le fait très régulièrement et parfois ils deviennent même partenaires, même jusqu'à devenir partenaires Mario via des marques territoriales, etc. Donc oui, tout à fait. Très bien. Et Alors, bon, Nicolas, du coup, je vais même répondre plus largement à la question. La Maximus Cup, c'est un partenariat donc, avec bien sûr des entreprises privées, le sponsoring classique, la Chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles, la ville d'Arles, la CCM, qui est la communauté de communes équivalente de Marseille Métropole, mais pour le territoire pour Arles et les communes avoisinantes, le département et la région. Donc, bien entendu, l'Office de tourisme est intégré dans ce dispositif. Donc, une très large collaboration avec toutes les collectivités locales du territoire, y compris l'Office de tourisme. d'accord. Alors on a eu un petit peu de mal à entendre, mais je pense que ça a été assez clair sur la fin. Juste une dernière question. Alors, je vais essayer de la synthétiser parce qu'elle est un peu longue. Ne serait-il pas temps- Alors oui, voilà. Ne serait-il pas temps, je vais la lire telle quelle. Ne serait-il pas temps pour les collectivités de réinjecter le chiffre d'affaires généré par les événements e-sport, slash sport j'imagine, ou peut-être que e-sport, dans la structuration du secteur amateur, notamment par le biais de subventions aux associations et la mise en place d'une politique territoriale d'encadrement de la pratique. Mais je crois que ça relève de la fédération de ce que tu parlais tout à l'heure, Nicolas, si je me trompe. Il n'y a pas de fédération, chose. Donc c'est difficile de dire on va récupérer ci ou là, etc. Après, il faut être conscient aussi qu'aujourd'hui, plein budget sur un événement e-sport, c'est pas la même que sur un événement sportif. On va voir un match de Ligue 1 ou de Rome, on a un prix de place, etc. Il y a du budget. Si on mettait les prix d'entrée sur un événement e-sport au même prix qu'un match de Ligue 1, etc., Ouais, peut-être on bouclerait les budgets. C'est pas le cas aujourd'hui. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, pour ma part, on verra ce qu'on peut faire de l'excédent quand il y en aura. Pour l'instant, très bien, c'est pas le cas. C'est pas le cas. très bien. Patrick, une remarque peut-être sur ce que Nicolas a dit? Sur la différence Moi, de je prix trouve que d'entrée, par exemple? ça, bon, je pense que c'est une question de temps. Oui, 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 bien sûr, bien Après, sûr. Et notamment, je pense attention, qu'au j'ai fait, c'était plus de la boutade qu'autre chose. Ça se compare Bien pas. sûr, bien sûr. Il y a aussi des sponsorings sur les gros événements e-sport. Hein. Le Pays d'Arles, c'est pas Katowice en Pologne. En Pologne, il y a $1 de cash price aux IEM, etc. On sort derrière des modèles économiques qui sont pas complètement basés, heureusement, sur le prix de l'entrée. Je voulais dire au jour Bien sûr. d'aujourd'hui, on pourra se pencher sur éventuellement distribuer des bénéfices, des subventions, etc. Quand il y aura, voilà. On est sur une filière émergente, il faut laisser le temps au temps. Bien sûr. Patrick, juste un mot ou c'était bon? Mais non, simplement, finalement, la question renvoie aussi pour moi au mécanisme de redistribution. Et je crois que ça nous rappelle encore l'importance de fédération, notamment aussi pour apporter une transparence et un suivi, en fait. Parce que si vous n'avez pas cet échelon intermédiaire, comment garantir qu'il y a une juste répartition de cette redistribution? C'est valable dans tout, c'est valable pour l'impôt, tout ce que vous voudrez.
Donc voilà, pour moi, ça rappelle encore l'importance de la dimension fédérative, même si je sais que dans l'e-sport, il y a quand même un élément qui est totalement différent, c'est que Ferrari n'a jamais organisé, par exemple, son propre championnat, quoi, alors que là, Ouais. les éditeurs organisent des championnats et ça change beaucoup de choses. Donc, mais voilà. Et je crois que quand on parle en complément de ce que j'ai dit sur les prix des billets, au plus on ira sur une cible grand public, au plus on pourra se permettre de rééquilibrer l'écart qu'il y a aujourd'hui entre les deux, quoi. Bien sûr, bien Et je sûr. pense Et là, vraiment qu'on on n'en est aura pas une loin. équité, on aura une équité au niveau des sponsors, de ce qui a été mis en place, de la taille des structures, de la taille des événements, etc. Mais je pense que c'est ce vers quoi on tend dans les prochaines années, de toute manière. Clairement. Eh bien, écoutez, je pense qu'on est à peu près dans les clous au niveau temps. J'espère que ça a été très intéressant. Patrick, merci pour ton temps avec nous. Les gens ont adoré dans le chat en tout cas. Donc, en tout cas, voilà, merci. Merci pour ton retour Merci beaucoup pour d'expérience, l'invitation, j'étais pour ce que ravi. tu as pu partager. Eh bien, le plaisir est partagé évidemment. On va te laisser y aller. Merci Patrick. On va accueillir sans plus attendre les deux prochains invités. Alors Nicolas Sauvamani va rester avec nous et nous allons accueillir évidemment Monsieur Mehdi Egali et Boris Bergerot. Bonsoir Boris et Mehdi. Salut Romain, salut à Bonsoir. tous. Alors j'espère que vous allez bien, merci d'être avec nous ce soir, hein. Merci de nous allouer votre temps. Avec vous du coup, nous allons attaquer la deuxième partie de ce débat, pardon, qui va porter sur l'attractivité économique. Donc Nicolas, je n'ai pas oublié ce que tu as dit tout à l'heure, ne t'inquiète pas. Nous allons remettre sur la table avec ces deux nouveaux invités. Alors, avant ça, petite présentation rapide. Boris, créateur de l'agence Stackern. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Qu'est-ce que Stackern? Alors, Stackern est une entité qui est dédiée au développement économique de l'e-sport en France et à l'international, à travers D'accord. 3 piliers principaux. Le premier s'appelle Stackern Agency. On fait du consulting stratégique pour des marques, pour des acteurs dans le secteur du sport et pour des acteurs publics. On a une activité également de représentation de talents, donc on représente des talents sportifs et e-sportifs professionnels sur un certain nombre de services qu'on leur apporte pour leur trouver, les emmener dans l'e-sport, leur trouver des sponsors, faire du marketing d'influence, des problématiques au niveau juridique, au niveau de la reconversion, gestion de patrimoine, etc. Et on fait de l'organisation également d'événements business. Donc ça, c'est notre entité vraiment focus, on va dire, consulting, talent et événements business. On a lancé il y a 2 ans Stackern Innovation, qui est une entité dédiée à l'accompagnement des promoteurs immobiliers, des collectivités locales et des investisseurs sur la conception de lieux physiques innovants, incluant une forte composante de vidéoludique, donc avec une composante d'e-sport. Et donc notre métier, en fait, c'est de faire de ce qu'on appelle de l'assistance à maîtrise d'usage. On imagine des lieux, on va identifier des acteurs qui peuvent venir dans ces lieux. Donc on a de l'éducation, on a des centres de réalité virtuelle, on a des gaming house, D'accord. on a du coworking, on a du co-living, etc. Et on accompagne les promoteurs jusqu'à la phase d'exploitation du bâtiment, donc en réfléchissant au modèle économique, au partenariat, au sponsoring. Donc voilà pour cette activité purement projet immobilier et projet innovant. Et la dernière petite sœur qui va être annoncée très prochainement et que vous allez avoir en scoop ce soir, c'est l'arrivée de Stackern Invest, qui est un cabinet de conseil en levée de fonds pour les startups de l'e-sport et de l'entertainment. Donc, on accompagne les structures qui cherchent des fonds entre 100 000 et 5 millions d'euros dans leur structuration financière, analyse de business plan, de pitch deck, de one-pager, etc. Et on les accompagne pour trouver les bons investisseurs dans le cadre de cette levée de fonds. Voilà, donc on a 3 activités principales, on va dire schématiquement, du consulting, de l'innovation et du financement. Eh bien merci Boris, non seulement pour cette présentation, mais en plus pour l'exclu, parce que c'est ici que vous l'avez entendu en premier. Merci Mehdi, nous allons passer à toi pour ta présentation. Tu es le CEO de NewGo eSport, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, et puis je peux même rebondir sur le sujet précédent, parce que je suis aussi l'un des fondateurs, enfin je suis le fondateur de NewGo Travel, qui était la première agence de voyage dédiée à la pop culture et notamment à l'e-sport. Et des chiffres, j'en ai un
paquet. J'en ai un paquet avec des statistiques dans Parfait. tous les sens pour savoir comment se déplacent les joueurs et les spectateurs et quel est leur panier moyen pour chaque territoire. Et ouais, c'est vraiment un sujet que je maîtrise et on pourra en parler si vous voulez qu'on déborde un peu là-dessus. Mais sinon, on pourra parler aussi du coup de Nugo Esports, qui est une plateforme cette fois-ci de marketing d'influence, de mise en relation entre des annonceurs, des sponsors et des clubs directement. C'est-à-dire que nous, on s'intéresse pas aux gamers, on s'intéresse aux clubs directement. Et les sponsors que l'on cherche, c'est pas forcément des grands comptes, ça va être plus justement des acteurs locaux, donc des petites entreprises qui veulent communiquer de manière locale. C'est pour ça que ça nous intéresse ce sujet de l'attractivité territoriale, puisque on voudrait sponsoriser des événements locaux et ponctuels à la sortie évidemment de la crise sanitaire. Et ça va être super. Et la troisième casquette pour laquelle je peux intervenir ici, c'est que j'assure des formations pour des écoles, pour de nombreuses écoles, et je sais que c'est un levier extrêmement puissant en termes décisionnaires, c'est-à-dire que pour choisir entre deux écoles, souvent, le petit argument supplémentaire qui vient s'ajouter, qui est le gaming, vient peser dans la balance de manière assez forte. Et je trouve que c'est un sujet qu'on n'a pas assez creusé, qu'il faudrait peut-être au moins l'évoquer, parce que les écoles ont une puissance colossale en termes d'attractivité. Voilà pour ma petite présentation. Eh bien, merci Mehdi. On va effectivement peut-être déborder, sûrement parler des écoles. Alors, j'ai des messages de la régie qui nous disent qu'on a le dernier invité, François-Michel Lambert, qui est avec nous. Alors, je ne sais pas si c'est encore prêt. En attendant, on va sans plus attendre lancer le premier point de cette deuxième partie de ce débat. Alors j'ai mes petites fiches sur l'écran de gauche, ne vous inquiétez pas. Nous allons parler de la création et du développement d'entreprises et d'emplois dans l'e-sport et dans le sport de manière plus générale, mais on va se concentrer sur l'e-sport ici, vu que vous êtes avec nous et qu'on est plus spécialisé e-sport ce soir. Donc, Boris, par exemple, tu nous parlais évidemment de ton exclu magnifique, qui du coup va pouvoir permettre des aides sur des levées de fonds aux entreprises qui veulent se lancer dans le monde de l'e-sport. Est-ce que aujourd'hui, j'imagine que la réponse est oui puisque tu as créé cette branche, euh, est-ce que tu évalues vraiment une effervescence du nombre d'entreprises et du nombre de gens qui veulent se lancer dans ces projets-là? Alors au niveau de l'effervescence, je ne sais pas si on peut la quantifier. En tout cas, ce que nous, on constate par rapport aux projets sur lesquels on travaille, c'est que dans l'écosystème de l'e-sport, tu as ce qu'on va appeler dans la chaîne de valeur de l'e-sport, tu as un certain nombre de maillons. Tu as les éditeurs de jeux vidéo, tu as les équipes e-sport, tu as les joueurs d'e-sport, tu as les organisateurs d'événements, tu as les créateurs de contenu, diffuseurs de contenu, et puis tu as tout ce qui est sponsor, annonceur. Et à côté de ça, il y a énormément de structures qui sont des structures, on va dire, plutôt transversales, des écoles, Mehdi en parlait tout à l'heure, des agences et un certain nombre d'acteurs qui vivent ou qui développent des activités autour de vraiment ce qu'on va appeler donc la chaîne de valeur, ce qui crée, ce qui fait que l'e-sport existe. Et dans ces structures transverses, il y a effectivement beaucoup de startups qui sont en train de se développer. On va parler de réalité virtuelle, on va parler de réalité augmentée, on va parler d'intelligence artificielle, on va parler de blockchain, de crypto-monnaie, de betting et de services ou de produits autour de l'e-sport. Et là, oui, il y a une effervescence qui est constatée, mais pas forcément à 100% centrée sur ce qu'est l'e-sport. L'e-sport est un des marchés et la difficulté aujourd'hui pour ces structures-là d'aller lever des fonds, c'est qu'elles sont un peu hybrides sur leur positionnement entre le service traditionnel et l'expertise sur le secteur de l'e-sport, et les fonds qui vont permettre finalement de procéder, d'arriver à des levées de fonds sont très peu nombreux. C'est-à-dire que en France, il y en a un qui est très connu, c'est Trust eSport, qui a un portfolio d'environ 20 millions d'euros pour aller investir dans des startups qui sont plutôt déjà en phase de développement et non pas en phase d'idéation ou de création ou de pré-projet. Et les collectivités locales ou les fonds d'investissement
on va dire plutôt traditionnels, n'ont pas encore mesuré l'importance du levier que peut être l'e-sport au sein même de leur territoire grâce à des investissements qu'ils pourraient faire. Donc on parle d'incubateurs, on parle d'accélérateurs, etc. Donc il y a Level 256 à Paris qui existe. Il y a d'autres initiatives qui sont proposées par un certain nombre d'acteurs. Euh, Maintenant, c'est un petit peu la guéguerre entre les régions, les territoires, à celui qui va avoir un pôle d'attractivité. Et j'étais ce matin avec la Technopole du Grand Poitiers pour discuter justement de sujets autour de l'e-sport, puisqu'ils ont fait des appels à projets pour accompagner des startups. Donc on voit que ça arrive, on voit qu'il y a un engouement. Maintenant, la difficulté, c'est entre j'ai une idée d'aller dans l'e-sport, j'ai un projet, j'ai un service, et vraiment je vais pouvoir rentrer sur un marché et faire une levée de fonds parce que j'ai un modèle économique, parce que j'ai une différenciation. L'accompagnement est assez compliqué. Et donc nous, on reçoit au sein de la structure très régulièrement des structures, des sociétés, des startups qui ont des projets, sauf qu'on les a déjà vus 3000 fois. C'est-à-dire que la startup qui veut faire le énième réseau social de gamers ou énième application mobile qui va permettre de faire je ne sais quoi, on en a déjà vu 300. Donc si t'as pas une vision globale, y compris du marché international, ça risque d'être compliqué. Donc on risque d'avoir, je pense, beaucoup d'intérêt, beaucoup d'effervescence par rapport aux idées, par rapport à l'attractivité, par rapport aux enjeux qu'il y a dans l'e-sport, mais avec probablement peu d'élus et il faudra structurer la partie investissement privé, ça c'est ce qui manque aujourd'hui en bonne partie, mais aussi qu'il y ait des investissements qui peuvent être mixtes. Je pense notamment aux lieux physiques que peuvent être des centres. Nicolas en parlait tout à l'heure au niveau des centres d'entraînement. On peut imaginer des lieux. Nous, c'est ce qu'on a conçu sur Toulouse sur 16 000 mètres carrés avec à la fois de la pratique, de l'e-sport, mais de la formation, de la restauration, etc. Les collectivités doivent s'engager pour développer cette attractivité entrepreneuriale. D'accord. Donc oui, effectivement, Mehdi, je pense qu'on peut un peu prendre un peu de ce qui a été dit, on peut rebondir un petit peu là-dessus. Oui, Toi de mais ton moi je peux côté, du coup, rebondir. Oui, ah bah je peux j'ai même rebondir pas besoin de direct. te lancer, tu l'as déjà. Non, t'as pas Voilà, besoin. T'as pas besoin je pour une t'en raison prie, simple, vas-y. c'est que j'ai personnellement vu que j'ai monté plusieurs sociétés et que il y a notamment cette société-là qui est dédiée à l'e-sport, une autre qui est corrélée à l'e-sport mais qui n'était pas complètement dédiée. J'ai été confronté à plein de murs. En fait, moi je viens pas de la même région que vous et ce que je vois c'est une disparité totale entre les régions et ça c'est juste pas admissible. C'est-à-dire que moi j'ai envie de venir vous voir quoi. C'est-à-dire je crée des emplois clairement. Aujourd'hui, Nugo eSport, par exemple, c'est 6, on va être 9 là dans quelques semaines. C'est pas grand-chose, mais on s'est créé l'année dernière, voilà. Et on crée des vrais emplois. Et on n'a fait aucune levée de fonds, on n'a rien fait de tout ça. Tout ça sur nos fonds propres, etc. C'est-à-dire que on a un business qui tient la route. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que les investisseurs, dans l'e-sport, ils vont pas faire de l'investissement dans des fonds d'amorçage. C'est ce que disait Boris tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette structuration avec à l'initiative, c'est-à-dire que on a dépassé le stade d'idéation. Et dès qu'on a fait notre preuve de marché, finalement, les investisseurs, ils sont encore un petit peu frileux. Ils vont attendre qu'on soit en scale, quoi, en croissance. Ils appellent ça comme ça. Et c'est un peu dommage parce que du coup, il y a tout un vide où il se passe rien. Il se passe rien, on est livré à nous-mêmes. Alors, on est livré à nous-mêmes ou pas? C'est-à-dire que parfois, on peut être accompagné par la région, par la BPI ou par ce genre de structure, mais pas dans toutes les régions et loin s'en faut. C'est-à-dire qu'il y a des régions entières où l'e-sport, ils ne veulent surtout pas en entendre parler. Texto, moi par email, j'ai reçu. Alors notre dossier avait été instruit, etc. par la région. Je vais pas vous dire quelle région c'est pas. Je suis pas là pour dénoncer qui que ce soit, mais texto, il y avait marqué que l'e-sport ne fait pas partie de notre feuille de route numérique. Et ça venait complètement en contradiction avec ce qu'avait dit le ministre de l'économie du numérique, hein, Cédric O, en tout cas qui est délégué ministériel. Bon, peu importe. Et je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il n'y a pas cette homogénéité là entre régions. Et c'est peut-être même une question que je pourrais poser à Nicolas, qui s'y connaît peut-être mieux, ou même Boris, qui contacte souvent les CCI. Je ne comprends pas et pourquoi je vais devoir déménager pour qu'on prenne en considération enfin mes activités dans l'e-sport. Alors, Bah, si je peux oui, intervenir. Boris, bien sûr, je te laisse intervenir, Ouais. bien sûr. Alors, j'aurais pas la prétention d'avoir une réponse, mais je comprends totalement les difficultés. Après, il y a des enjeux de qui va prendre la place sur l'échiquier. C'est au niveau régional, c'est au niveau national,
c'est au niveau international. C'est-à-dire, quel est le pays qui va être le plus attractif dans l'e-sport entre la Chine, la Corée du Sud, les États-Unis, etc. En Europe, qui est le pays qui va être le plus attractif entre la Pologne, l'Angleterre, l'Allemagne, les pays scandinaves, la France, etc. Puis quand tu redescends au niveau national, ça va être au niveau des territoires, au niveau des régions. Les politiques sont évidemment différentes, il y a des intérêts ou des compréhensions qui sont différentes en termes d'élus locaux, évidemment. Et puis il y a parfois des réflexions qui sont poussées. Moi, je vais vous parler d'un cas que je connais un petit peu, qui est celui de la région Occitanie où je me situe, où il y a un contrat de filière pour le sport, l'e-sport, les jeux vidéo et les ICC, donc les industries créatives et culturelles. Et donc l'idée de la présidente de région, c'est de faire en sorte que l'Occitanie soit un territoire attractif sur ces 4 composantes: sport, e-sport, jeux vidéo, ICC. Et donc de réfléchir, j'ai participé à des commissions dans ce sens pour comment développer l'attractivité territoriale, comment faire en sorte qu'on puisse faire venir des équipes, qu'on puisse faire venir des entrepreneurs, qu'on puisse rayonner au national, rayonner à l'international. Et il va normalement, si tout se passe bien, avoir un fonds d'investissement qui va être créé pour développer ce fameux contrat de filière et accompagner les structures. Donc ça, c'est à l'échelle régionale et c'est une volonté qui est politique, avec un intérêt qui peut être en lien avec l'attractivité touristique, développement économique, la jeunesse, la prévention, le côté social, le côté inclusion, le côté mixité, etc. Et évidemment, les politiques étant différentes selon les régions, on se retrouve confronté avec des régions que toi tu connais mieux que quiconque, qui ont des pépites comme la tienne sur leur territoire, mais n'ont pas forcément compris l'intérêt de les accompagner et de créer des pôles d'attractivité, des pôles de compétences, des pôles d'excellence. Ça risque de bouger, je pense, pour une raison simple, c'est que la DGE, donc la Direction Générale des Entreprises et la Direction des Sports, ainsi que un certain nombre d'autres commanditaires, ont réalisé une étude qui s'appelle Analyse et études du marché de l'e-sport en France, qui a été rendue publique il y a quelques jours sur le site du gouvernement, et qui essaye de donner des directions, des recommandations sur une feuille de route 2020-2025, suite notamment à la loi pour une république numérique et la feuille de route dessinée par le député Denis Massiglia après un certain nombre de réflexions. Et dans ces fameuses recommandations, il y a un certain nombre de pistes de réflexion pour impliquer justement les régions, les collectivités et faire comprendre qu'il y a un enjeu. Alors le marché de l'e-sport en France est estimé à 50 millions. En termes de TP, en termes d'emploi à temps plein, on est en dessous de 600 ou quelque chose comme ça. En termes de joueurs professionnels, on est en dessous de 200 joueurs professionnels en France. Donc on sait que on est une niche finalement. L'e-sport, c'est une niche, mais c'est à la croisée du sport, ce qui fait partie du sujet de ce soir, des technologies, de l'entertainment évidemment, et que on a des activités transverses qui vont se greffer. On parlait de formation, on parle d'agences comme la tienne ou comme la mienne, et donc finalement ça peut rayonner beaucoup plus loin. Donc à mon avis, il y a des histoires politiques et on est super jeune pour se calquer sur un modèle sportif parce qu'il n'y a pas de fédé, Nicolas en parlait tout à l'heure, parce que les pouvoirs publics n'ont pas encore pris la mesure des enjeux financiers, sociétaux derrière le jeu vidéo, derrière l'e-sport également. Mehdi, tu voulais peut-être rebondir là-dessus, je t'ai vu lever la main. Ouais, c'est-à-dire que c'est un marché de niche, mais effectivement, derrière se met en branle tout un écosystème économique, ce dont les deux intervenants parlaient tout à l'heure, c'est-à-dire que chaque spectateur va consommer, chaque joueur va consommer, et moi derrière ça, si vous voulez, avec mon agence de voyage qui est du coup à l'arrêt, hein, on est d'accord depuis le Covid, plus d'activité, on était parti quand même sur un prévisionnel à 16 millions d'euros là pour 2020. Juste en France, juste avec des joueurs français et des spectateurs français. Et c'est pour dire que c'est un marché de niche, certes, mais en réalité, ça enclenche des décisions de voyage qui peuvent être coordonnées avec les décisions de voyage familial. C'est-à-dire que il y a les voyages familiaux, on se dit où est-ce qu'on part, et finalement c'est l'adolescent, c'est le voyage en famille, en se disant ok, on va peut-être aller vers le Puy du Fou, c'est sympa, en plus il y a un événement e-sport à côté, du coup ça fera plaisir à tout le monde et toute la famille sera contente. Et en gros, grâce à ce trigger-là, on arrive à faire déplacer des familles de région en région et créer vraiment un tissu économique hyper important dans le tourisme. Et surtout en ce moment où même Jean-Baptiste Lemoyne a prévu de promouvoir la France et de voyager de région à région. Donc je trouve que créer des événements e-sport, ça attire vraiment les populations touristiques au-delà du marché de niche. C'est ça que je voulais dire surtout. C'est-à-dire que certes, le marché est petit, même si les chiffres sont impressionnants par rapport à la niche que c'est.
Mais derrière, il y a quand même tout un écosystème qui est en train de se structurer et des marques qui peuvent se positionner sur plein de choses connexes, en tout cas complètement corrélées et qui peuvent se greffer à ça et accompagner le développement de l'e-sport, ne serait-ce qu'en France, mais aussi à l'international. Et merci Très bien. Alors, merci pour le rapport de la DGE. Parce que je sais que Boris a participé à ce rapport-là et c'était très plaisant à lire et très complet. Merci à toi. super. Alors, sans plus attendre, je voudrais pas trop qu'on déborde sur le planning. Nous allons avoir une 5e personne qui va nous rejoindre et ce n'est autre que notre dernier invité de la soirée. Je vous prie, non pas de faire un tonnerre d'applaudissements, mais d'accueillir François-Michel Lambert qui est avec nous ce soir. François-Michel, bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Vous m'entendez? Merci. Oui, bien sûr, tout va bien. Ouais, Donc tout va bien. merci de ton temps avec nous ce soir pour cette dernière demi-heure. Alors, du coup, bon, alors j'ai eu le top de la régie comme quoi on peut déborder un peu sur le planning. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, nous pourrons rester un petit peu plus ensemble, pas de souci. Donc François-Michel Lambert, tu es député écologiste. J'aimerais en savoir un peu plus. On aimerait en savoir un peu plus sur, voilà, quelle est ta position aujourd'hui, quel est ton parcours et surtout tes missions aujourd'hui. Alors, tout d'abord, c'était e-sport. Alors, je me suis dit, tiens, je vais me mettre dans ma voiture, ça va faire pro. Non. Si je suis dans ma voiture, c'est parce que là, je suis dans le Gers pour un meeting. On est en campagne électorale. Et à la fin du meeting, je ne pouvais pas retrouver ma maison. Donc, j'ai continué dans cette voiture. J'espère que la connexion est parfaite. Parfait. Je vais rebondir sur pas mal de ce qui a été dit, notamment par Boris et Mehdi. Je les remercie beaucoup. Moi, tout d'abord, en préambule, je voudrais rappeler une chose. Hein. Alors, je suis peut-être le plus âgé de tous ceux qui sont autour de cette table. Ce que l'on croit être une tradition, à un moment donné, était hyper novateur. Aujourd'hui, on est en pleine coupe en championnat d'Europe, l'Euro 2020 qui se joue en 2021, avec des montants faramineux. On a entendu les contrats de Coca-Cola et d'Heineken, 30 millions, 35 millions d'euros. Imaginez ce que c'était il y a un siècle. Il y a un siècle, c'était vu ceux qui jouaient au football comme bon, des petits jeunes qui n'avaient que ça à faire. Et puis des collectivités, certains ont structuré, ont amené, ont avancé. Et c'est devenu une filière économique qui apporte beaucoup. D'abord, je pense que dans la vie, la première chose, c'est quand même de prendre du plaisir. Donc, elle apporte beaucoup de plaisir, tant à ceux qui jouent qu'à ceux qui y participent d'une manière ou d'une autre, hein, que ce soit ceux qui le préparent, ceux qui l'organisent, mais aussi ceux qui sont simplement au spectacle. Ça a créé beaucoup de richesses en périphérie. J'aimerais rappeler quand même que Coca et Heineken mettent 30 et 35 millions d'euros sur la table pour ce championnat d'Europe. Et je me dis que le e-sport, c'est la même chose. Au début, on pouvait se dire que c'était des ados comme les miens, un peu boutonneux. Pardon, hein, mais je suis cash. Hein, et maintenant, on comprend. On comprend que bah, c'est l'humanité qui avance. Et aujourd'hui, c'est le e-sport va se développer. Il va pas rester. Alors, j'ai entendu des chiffres, hein, 50 millions d'euros, 600 emplois. Il va évidemment beaucoup plus grandir. Mais le e-sport ne doit pas être comparé au sport. Ça doit être vu par rapport à ses spécificités. Et c'est là-dessus que je voudrais prendre quelques instants. Hein. Vous avez parlé notamment de ces voyages que l'on peut co-organiser. Donc moi je suis dans le Gers, c'est les mousquetaires, c'est D'Artagnan, c'est le bien manger, le bien vivre, c'est plein de choses qui peuvent tout à la fait se corréler avec un développement du e-sport, soit sous forme de centres de formation, d'entraînement, soit sous forme d'arènes de combat, si je puis dire ça comme ça, d'arènes de rencontre, soit sous forme de parcours touristique. Et c'est là la force que nous devons avoir, nous, justement, élus,
pour penser le développement de nos territoires et prendre ce qui existe historiquement. Hein, les Gascons, c'est 2 millénaires, d'Artagnan c'était en 1600 et quelques, donc il y a plus de 500 ans, mais c'est toujours très prégnant, très, très marqueur de ce territoire. Beaucoup d'autres choses sont très marqueurs hein, dans ce territoire, et elles peuvent tout à fait être corrélées avec ce qui s'innove, et notamment autour du e-sport. Et le deuxième volet, et après je laisserai les uns et les autres répondre, hein, tout à fait différent. Hein. Donc ça, c'est le volet d'attractivité des territoires, de puissance, et comment on peut avoir une intelligence de territoire et de prendre ce qui émerge, ce qui s'innove, et de le raccrocher à ce qui est la force et l'histoire du territoire. Et le deuxième volet, totalement dans une autre de mes casquettes, la révolution du numérique est primordiale pour atteindre les objectifs environnementaux afin d'avoir une planète vivable. Tu as rappelé que je suis député écologiste, engagé en politique depuis 30 ans, député depuis 2012. Et je remercie d'ailleurs de m'avoir invité. J'ai la conviction, moi je suis président de l'Institut national de l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est beaucoup mieux utiliser les ressources, savoir les partager, savoir les allouer au bon endroit, au bon moment, savoir les récupérer pour les régénérer, c'est-à-dire les recycler et les réinjecter, mais c'est aussi savoir partager une voiture à 5 dans une journée, à 5 usagers dans une journée. Comme ça, une seule voiture répond à 5 personnes plutôt que 5 voitures, des choses de ce genre. Tout ceci, c'est le numérique, tout ceci, c'est de l'agilité, tout ceci, c'est de la facilité, de l'intuition. Eh bien, et je pense que le e-sport doit aussi être une opportunité à créer de la fluidité, de la facilité à l'usage du numérique pour nos jeunes, parce que demain, ce monde sera fait justement de toute cette fluidité. Et je préciserai, en tant que chercheur en logistique, on avait commencé il y a 20 ans à prendre des gens, on leur demandait d'être costauds, de se mettre en marcelle et de charger des cartons sur des palettes. Aujourd'hui, ils doivent gérer énormément d'informations, des outils, des robots qui sont maintenant dans les entrepôts. Ils travaillent dans un univers extrêmement particulier. Je pense que le monde de la logistique, et je pourrais, si vous souhaitez, en échanger après, peut utiliser le monde du e-sport pour justement créer cette fluidité, pour mieux se partager. Donc vous voyez d'où on pourrait partir d'un a priori, le e-sport c'est pour mes ados boutonneux, et en vérité ça sera demain comme l'Euro de foot. Eh ben, ça sera des rencontres avec énormément de puissance économique, de puissance sociale, de positive, mais aussi un moyen, et ça c'est le côté novateur, de faire en sorte qu'on maîtrise encore mieux les outils numériques. Pourquoi ? Parce que le monde de demain, nous devrons mieux utiliser les outils numériques pour pouvoir répondre aux enjeux écologiques. Et donc le politique, que ce soit en collectivité territoriale ou au niveau national. Et tu as parlé tout à l'heure de mon collègue Denis Massiglia. Moi, je travaille aussi beaucoup avec Pierre-Alain Raffan, je pense que vous connaissez. Nous avons à innover et à oser aller dans ce sens, même si, d'un point de vue électoral, c'est pas le sujet que l'on voit au journal de 20h. Alors, merci pour ces explications et ces éclaircissements de ce que tu penses tout simplement, hein, François Michel. Là, on va aborder du coup le sujet que Nicolas avait abordé brièvement tout à l'heure. On va vraiment rentrer dans le dur. Hein, c'est moi ce que je me suis noté et ce qui je pense va être intéressant aussi dans cette partie économique, c'est aujourd'hui sur un événement en physique, on va pas parler d'événements online, mais vraiment sur un événement en physique, on va parler de chiffre d'affaires pour les entreprises locales, tout ce qui est commerce, hôtel, prestat technique, voilà, on a tous ces gens qui font, tous ces prestataires qui font vivre un événement. Aujourd'hui, quels sont les challenges et qu'est-ce que peut apporter l'e-sport, quelle est la force de proposition économique pour le territoire, les commerces de proximité, les hôtels, les prestats techniques. Par exemple, Nicolas, je pense que tu vas pouvoir
nous partager un petit peu ton expérience sur la Maximus Cup, qui a été, voilà, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce qui en est après ces 3 éditions, qu'est-ce qui en est revenu de les hôtels à côté qui ont marché, les commerces, etc. Voilà, quelles ont été les répercussions économiques? Ah, alors tu es mute, je crois qu'on t'entend plus. Hop, excusez-moi. Bon, C'est bon, parfait. les répercussions économiques, elles sont du même type que n'importe quel événement. On déplace des populations, elles viennent de plus ou moins loin. Si on a un événement qui a une force importante, ça va déplacer des populations pour venir à cet événement qui vont devoir prendre le train, l'avion, etc. Mais donc ils vont devoir dormir sur place, ça veut dire la veille, le jour de la manifestation, le lendemain, etc. Si on a un événement qui est un peu moins puissant, donc on va collecter plutôt on va dire un public local ou régional, donc on va pouvoir avoir des gens qui peut-être ne dormiront pas sur place et qui vont au moins déjeuner sur place, etc. Pour ce qui concerne la Maximus Cup, on a amené des gens de toute la France, donc on a généré des nuits d'hôtel, des repas, etc., des salles, etc. J'ai dit tout à l'heure, comme tout événement, il y a l'argent qui est déplacé au palais de congrès ou dans la salle qui reçoit l'événement, et l'argent qui est dépensé alentour. Nous, on l'a mesuré, alors pas sur la Maximus Cup en particulier, mais sur l'ensemble des événements qu'on est capable d'accueillir au Palais des Congrès de la Chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles. On a un levier de 10 cents, c'est-à-dire qu'un euro qui est dépensé au Palais des Congrès, c'est 10 euros qui sont dépensés sur le territoire. C'est pas plus compliqué que ça. Ça donne une force que peut avoir un événement sur l'économie d'un territoire. Mais comme on le disait avec Patrick tout à l'heure, s'il est bien planifié, parce que si on rajoute un événement sur un territoire qui est saturé en termes d'hébergement, etc., on bénéficie pas de cet effet de levier. Je disais, c'est la Maximus Cup au dernier trimestre de l'année, au moment où la statistique classique c'est épuisé. Donc Maximus Cup, il y a eu en novembre et en décembre sur ces trois premières éditions. C'est un moment où l'activité touristique du territoire est au ralenti. Donc le fait d'accueillir cet événement à ce moment-là, on prend plein fer l'effet 1 euro pour 10 euros. Parce que les hôtels ne sont pas pleins, etc. Après, un événement e-sport, c'est un événement qui, en termes de, on va dire, moyenne d'âge, à la fois sur les gens qui participent en tant que joueurs, les accompagnants et les spectateurs, est quand même plus jeune qu'un événement classique. Donc, on va avoir par contre des différences par rapport à un événement sportif comparable, parce qu'on ne va pas attirer la même classe d'âge ou la même moyenne d'âge. Donc, on va avoir des habitudes de consommation qui seront différentes. Donc, je vais prendre un gros événement sportif qui va nécessiter de l'hébergement. On va avoir énormément d'hôtels qui vont être sollicités. Avec un événement e-sport avec des moyennes d'âge plus jeunes, on va avoir énormément qui se sollicitent. Pas forcément sur la forme hôtelière, peut-être Airbnb, peut-être des choses comme ça. Donc, on va quand même générer du chiffre d'affaires, du mouvement sur le territoire, etc. Mais on ne peut pas dire sport, e-sport et l'événement, c'est la même chose, parce que c'est pas la même classe d'âge qu'on va déplacer. De la même façon que si je comparais un concert peu importe, avec un concert musical, je n'ai pas la même moyenne d'âge en termes de population, les mêmes catégories socio-professionnelles, le même pouvoir d'achat, etc. Des consommations différentes, mais dans tous les cas de figure, l'impact économique pour le droit, il est indiscutable. Je pense que Mehdi qui est plein de chiffres, j'imagine que tu dois avoir pas mal de data qui regardent évidemment les hôtels, etc. Je pense que tu peux nous en parler, puisque à mon avis tu as dû être confronté énormément à ça. Tout le temps. Qu'est-ce que tu Tout le peux temps, et on a travaillé Voilà, beaucoup évidemment. avec la Cup aussi. Alors je sais pas si, si on était vraiment en contact, c'était en 2017, hein, avec Je Voyage, on s'appelait autrement. Et
Ouais, bah voilà. Et on a essayé de faire des choses. Alors c'était encore plus compliqué à l'époque. Maintenant, ça s'est arrangé avec le temps parce que non seulement l'e-sport, déjà, il faut faire de la pédagogie pour faire comprendre ce que c'est, mais une agence de voyage, faire comprendre une agence de voyage aux joueurs e-sport, c'est aussi de la pédagogie. C'est-à-dire qu'ils ont complètement oublié ce que c'était. Et donc c'est marrant qu'on ait réussi à joindre comme ça deux secteurs qui étaient complètement antagonistes. Et ça a plutôt pris. Je voudrais rebondir quand même sur ce qu'a dit François Michel. C'est-à-dire que je suis d'accord qu'il faut que les joueurs e-sport et notamment la pratique e-sportive soient le fer de lance, soit à l'avant-garde des messages sociétaux, des messages importants d'innovation, quel que soit le secteur d'ailleurs. Ça peut être l'innovation sociale, mais technologique aussi. C'est-à-dire que comme ils sont dans l'innovation technologique, il faut qu'ils soient aussi à l'avant-garde de l'innovation sociale. Alors, il faut pas trop en faire non plus. Enfin bon, tout ça, c'est une question d'arbitrage, de jauge, etc. Mais voilà, c'était juste pour rebondir là-dessus parce que je trouvais ça important. Maintenant, en termes d'économie pure, c'est compliqué sans que je vous dévoile tous mes bilans, mais ce que je peux dire, c'est que les joueurs e-sport se déplacent 10% de plus que les personnes françaises, quoi, les nationaux. Globalement, c'est-à-dire par rapport à la moyenne française, les joueurs e-sport se déplacent 10% de plus. Donc déjà, ça c'est quelque chose d'intéressant, une statistique intéressante. Ensuite, en termes de club amateur, globalement, on est sur un panier moyen par joueur de 80 € quand il se déplace à un événement. Ça peut paraître rien du tout, hein. C'est-à-dire que là, ça comprend l'hébergement, même la bouffe et le transport. Par contre, les joueurs pro, c'est beaucoup plus. Et les spectateurs qui viennent voir ça, eux qui sont davantage passionnés, ils vont doubler ce tarif-là. C'est-à-dire que un joueur e-sport qui se déplace d'un club amateur, c'est pour ça qu'ils essaient de réduire les coûts. Hein. Ils vont dans des Formule 1, ils vont dans des petits hôtels, des campings, parfois même ils dorment dans la voiture, mais ça en termes de performance, c'est peut-être pas génial. Ils font du covoiturage, ils prennent du Flixbus, du Ouibus. Voilà, ça, je suis désolé si je cite des marques. Et Pas de souci, pas de souci. les visiteurs, quant à eux, sont prêts à mettre un peu plus d'argent. Mais pourquoi est-ce que les clubs e-sport amateurs, là je parle encore des amateurs, pourquoi est-ce qu'ils mettent aussi peu d'argent? Ça aussi, c'est parce qu'il y a certaines régions qui ne soutiennent jamais ces clubs associatifs-là. Et je le regrette, franchement. Moi, ce que j'aimerais, c'est que les clubs e-sport, tous, de manière équivalente, de manière homogène dans toute la France, qu'elle soit métropolitaine ou outre-mer, puissent toucher au moins une partie des subventions publiques et de manière équitable, quoi. Parce que du coup, ça crée des disparités et des zones complètement désertées. C'est-à-dire que si je pouvais vous partager l'écran, là devant moi, j'ai une map avec les événements e-sport et avec l'écho de l'e-sport dans le digital, c'est-à-dire en termes de Google, en termes de Twitter, en termes de Facebook, en termes de marketing digital d'une manière générale. On peut voir l'impact de l'e-sport, du terme e-sport, sur la carte française. Hein. On peut voir une carte de chaleur et on voit qu'il y a des territoires entiers qui sont complètement abandonnés par l'e-sport. Et c'est dommage. Là encore, ça manque d'homogénéité. Et je pense qu'il y a des choses à faire de ce côté-là. Voilà. Bon, après je parle beaucoup, je suis désolé. Il faut me couper. Pas de souci, pas de souci. Non, non, pas de souci. Non, mais c'est très intéressant ce que tu dis, puisque en plus tu as effectivement t'as toutes les stats sous les yeux, quelque chose que tu es allé chercher, que tu as créé, donc c'est vraiment très bien d'avoir ce point de vue-là. Boris, peut-être un mot de ta part sur là-dessus, sur effectivement toi tu as dû faire voyager des gens, puisque de par l'agence Stackern, tu as dû faire voyager des gens, etc. sur certains environnements. Ça a été quoi ton expérience toi de ce côté-là? De devoir investir sur des voyages, sur comment ça se passe quand tu envoies quelqu'un dans un endroit, combien, pas, on veut pas des chiffres exacts, mais une fourchette de combien ça peut coûter par rapport aux chiffres de Mehdi, etc. Alors nous, on n'envoie pas de joueurs, on représente des talents qui sont souvent déjà dans des équipes existantes. Donc concrètement, on représente des talents aujourd'hui qui sont chez Gamers Origin pour Luffy, un des meilleurs joueurs de Street Fighter. On représente Marcotte qui est chez GameWard sur Fortnite. On représente Gwen qui est l'un des meilleurs joueurs Trackmania en Europe, pour pas dire dans le monde, et qui sont donc tous les deux ces derniers chez GameWard. Donc ils sont déjà leur propre structure, si tu veux, et leur propre organisation en termes de logistique, réservation d'hôtels, etc. Par contre, moi, le point sur lequel je voulais rebondir, c'est qu'effectivement, l'événementiel est un catalyseur de business et d'attractivité touristique à travers les événements e-sport. Alors, arrêté évidemment par la crise Covid et les confinements qu'on a eu l'année dernière, avec plus de 60 ou 70 gros événements qui ont été annulés sur la seule année 2020.
Maintenant, il y a tout un écosystème aussi qui permet de générer du chiffre d'affaires pour la question qui était posée sur la partie commerce, les prestataires, la partie technique, etc. Ce sont les startups qui vivent dans le secteur de l'e-sport. Ce sont les écoles. Quand vous avez une école qui va se lancer avec des modules spécifiques dans le secteur du gaming, de l'e-sport, avec effectivement une certaine appétence pour la jeunesse aujourd'hui sur ces terminologies-là et sur ces enseignements-là, bah, c'est du logement, c'est des loyers, c'est de la restauration, c'est des parents qui vont venir le week-end voir les enfants. Il y a toute la partie aussi amateur qui est compliquée. Alors, je rejoins à 100% ce que dit Mehdi sur le manque de structuration ou les difficultés que l'e-sport amateur a aujourd'hui d'avoir une place, on va dire, sur la scène territoriale. Quand tu as un club de badminton ou un club d'échecs, tu vas voir ta mairie où tu vas chercher des subventions, on va te filer un local, on va te donner une petite subvention et tu vas pouvoir acheter ton échiquier ou tu vas pouvoir acheter tes raquettes de badminton et faire ton terrain. Quand tu arrives et tu dis moi je fais du jeu vidéo, déjà on te regarde en te disant ok c'est quoi exactement cet écosystème, t'as besoin de quoi? Bah, j'ai besoin de place, j'ai besoin de la fibre. Et là, on rejoint ce que disait François Michel tout à l'heure sur la révolution du numérique et la problématique de la desserte finalement homogène sur l'ensemble du territoire français et qui plus est aussi en outre-mer sur l'accès à la fibre ou en tout cas des connexions importantes. Pourquoi? Parce que le jeu vidéo dans sa pratique compétitive, c'est-à-dire l'e-sport, se pratique à travers Internet, en très grande majorité, sauf quand on est sur une LAN et qu'on n'est pas forcément sur un serveur, mais ça devient quasiment anecdotique. Donc aujourd'hui, Internet est le support de prédilection. Et sans fibre et sans ordinateur de qualité, etc., tu vas avoir du mal à jouer, tu vas avoir du mal à développer ton côté social et ton côté performance, y compris au niveau amateur. Donc on est sur un on va dire sur un écosystème qui est en structuration. François Michel l'a mentionné tout à l'heure sur le côté le foot, ou je sais plus, c'était peut-être l'intervenant tout à l'heure avec C'était Patrick le Chelsea qui foot. parlait de ça. Le foot. Ouais, le Le foot, foot, ouais, c'est ça. il Les y deux a de ça exemples. 100 ans, évidemment, c'était hyper regardé bizarrement, un peu prolétaire, un peu voilà, on savait pas trop où ça allait aller, ça s'est structuré au fil du temps. L'e-sport, ça a 20 ans, je veux dire, ça a 25 ans, là, avec l'arrivée de Starcraft dans les années milieu des années 90 et la structuration qui s'est faite. Donc on a fait en 20 ans ou on est en train de faire en 20-25 ans ce que certains sports ont fait en 100 ou 150 ans. Donc évidemment, on peut pas tout faire comme certains sports et là on est dans la complémentarité entre le sport et l'e-sport et il faut aller chercher la substantifique moelle dans chacun des écosystèmes pour se porter les uns les autres et non pas s'affronter ou comme je lis des Thomas Bach du CIO ou Gianni Infantino à l'UEFA qui disait voilà le futur l'ennemi du foot demain ça sera les joueurs de jeux vidéo où on va pas faire rentrer de l'e-sport au JO pour telle ou telle raison parce qu'il y a de la violence et machin. Il faut plutôt chercher les complémentarités parce que les deux écosystèmes peuvent se supporter. Donc, si tu peux subventionner un club de badminton ou de volley dans ta collectivité, bah, pourquoi tu pourrais pas le faire dans un écosystème qui est aussi innovant, qui est une tendance, qui est en marche. Et la révolution numérique, bah, on en est très loin. Hein. Je sais pas si vous avez eu des enfants qui ont fait la classe à la maison pendant l'année dernière. Quand vous avez 2-3 gamins qui sont connectés, que les parents ont pas d'internet, ont pas d'imprimante, ont pas d'ordinateur, etc. Bon, on est dans un désert éducatif et on le retrouve aussi de façon assez similaire dans l'e-sport par rapport à cet accès. Donc ça veut dire qu'il faut faire des lieux. Et moi, j'œuvre auprès des métropoles pour créer des lieux, des gaming centers qui peuvent être autonomes ou qui peuvent être inclus dans des centres plus grands, incluant de la formation, incluant de la restauration, du logement ou autre, parce que ça va créer aussi de l'attractivité et ça va permettre à certains de se révéler. On va parler aussi de détection de talents et donc des vocations peuvent naître et on peut détecter des talents et on peut créer un écosystème euh, évidemment étape par étape. Mais bon voilà, tout ça pour dire que le côté événementiel est hyper important. Mais quand on constate avec le confinement qu'on a vécu qu'il n'y a plus d'événements e-sport en physique, on est tous sur on est tous sur Twitch en train de regarder des événements aux quatre coins du monde. On se déplace pas. On est d'accord. On prend pas ce que Mehdi a fait pendant des années et malheureusement l'arrêt l'année dernière. On réserve pas un billet de train, on réserve pas un avion, on réserve pas un hôtel. On est derrière notre écran à attendre la compétition. Donc il faut aller chercher Ouais. du développement économique en plus finalement de l'événementiel. Donc là on a de la formation, on a de la start-up, on a de l'éducation, on a de la pédagogie, il y a plein de sujets à explorer qui vont générer du business et qui vont faire grossir l'écosystème au fil du temps.
Alors c'est génial ce que tu me dis parce que effectivement pendant le Covid on a eu des records sur Twitch qui n'ont jamais été atteints auparavant. On a effectivement rencontré aussi les énormes problèmes d'installation de tout simplement d'ordinateurs, de lignes internet stables, etc. Quand on a eu bon alors les classes à la maison évidemment pour les enfants, les parents, etc. Mais aussi le télétravail tout simplement. D'expérience personnelle j'ai installé pour une société des VPN chez des agents immobiliers. Voilà, une fois sur deux, c'était la DSL n'est pas correcte, on n'arrive pas à installer le VPN parce qu'on n'arrive pas à avoir une connexion stable. Donc on se rend compte qu'il y a vraiment un problème. Enfin, pas un problème, mais peut-être quelque chose d'un peu trop en arrière sur ce développement technologique, cet accès à la fibre, cet accès à la technologie. Oui, je t'écoute, Boris. Ouais, alors justement, juste 10 secondes, ce que tu évoques est hyper important pour la légitimité, la crédibilité de l'écosystème. Aujourd'hui, quand tu vas voir un match de foot, tu payes ta place, tu as des prestations autour, tu as des smartphones pour réserver si tu veux un certain nombre de, je sais pas, de la restauration ou autre. Tu as des lumières dans le stade, tu as des arbitres qui sont payés, tu as des joueurs qui courent, qui sont payés aussi la plupart du temps, parfois grassement, mais ça c'est l'économie qui fait ça. Mais tu te dis pas à la 65e minute, il va y avoir une coupure d'électricité ou pendant 3 heures, je vais Ouais. attendre que le mec il tire son penalty. Ça dans l'e-sport, c'est quasiment une récurrence. C'est-à-dire si tu prends et la Maximus Cup, je crois, y a échappé de belle pour avoir mis en place des systèmes de cybersécurité, Ouais. mais sur probablement 80% des événements semi-pro professionnels que l'e-sport a connus en France sur ces 2-3 dernières années, tu as des problèmes soit techniques, soit d'attaques Des des DOS, dénis de service et des par DDoS, exemple. soit des coupures d'électricité. On l'a vu avec la ZILAN encore avec Zerator il y a pas si longtemps que ça, sur un événement en live pendant 3 jours, etc. Ils ont eu des problèmes de coupure d'électricité. Et donc, in fine, cette problématique technique, technologique, cet accès à la fibre, et donc la qualité de service que le spectacle e-sportif peut produire, là où, si on n'est pas assez vigilant et si on met pas les moyens dessus, on va se retrouver avec des sponsors qui vont dire, bah, écoutez les gars, vous êtes des rigolos. Moi, je vais pas, si je mets un billet de 50 000 balles ou un billet de 100 000 pour sponsoriser votre événement ou sponsoriser votre école ou sponsoriser une association, je ne sais quoi, mais qu'à la fin, j'ai pas la qualité de service que j'ai attendu. Alors, éventuellement, évidemment, j'ai envie de dire dans l'événementiel, ben, on risque d'avoir une image qui va être un petit peu je peux dire détérioré, mais les sponsors, les annonceurs vont dire, ben écoutez, voilà, moi je vais plutôt aller dans le sport, par exemple, ou je vais plutôt aller dans un autre secteur d'activité. Donc de la révolution numérique va dépendre finalement la crédibilité de l'écosystème, son développement, l'arrivée des sponsors, la qualité de service, la formation des joueurs, etc., etc. Donc, et je pense que contrairement à d'autres pays, on est hyper en retard là-dessus. On fait ce qu'on peut, mais C'est les pays scandinaves, la Corée du Sud, aux États-Unis, bon, le côté technique et importance de la technologie font qu'on n'a pas, on a moins de soucis, à mon sens, sur la qualité de la prestation qu'on va avoir à la fin. Si François je peux Michel, reprendre. un mot sur ce qu'a dit Boris. Alors oui, merci Boris. J'ai en 2016 remis un rapport. C'est au ministre de l'époque de l'économie, c'était Emmanuel Macron, qui l'a présenté en Conseil des ministres. C'était sur la stratégie en termes de logistique pour la France, France Logistique 2025. On est extrêmement mal classé, 16e mondial, 8e européen, sur la performance logistique. Et le cœur, et je ne cesse de le dire depuis, le cœur du réacteur, le cœur de notre faiblesse, c'est la faiblesse en termes de numérique de nos entreprises, de nos TPE, PME. Alors évidemment, les très grosses, elles savent, mais un secteur économique, je dirais un écosystème n'est pas fait que de méga entreprises, c'est surtout fait d'une multitude de petites entreprises, y compris l'artisan avec 3 ou 5 salariés. Et ce que tu dis, Boris, est extrêmement important. Et il faudra à un moment donné, peut-être, c'est ce que moi je vais reprendre en sortie de ces échanges, travailler ce monde que vous êtes et que moi je connais, et je remercie encore Pierre et Karim de Centurio, Pierre que je connais depuis 10 ans maintenant, Zé, le rapprocher du monde dans lequel j'essaie de faire avancer sur l'hyper importance d'un numérique à la hauteur des enjeux pour la performance économique, mais de toute filière. Et c'est du gagnant-gagnant. Donc voilà, c'était une réflexion un peu à voix haute
de vous entendre. C'est ce vers quoi on doit aussi aller. Et peut-être que justement, ce que je disais au début, où on croyait que ce n'était que quelques personnes isolées qui s'adonner au e-sport, on comprendra que ça devra être un jour, j'ai entendu tout à l'heure, ça devrait être un jour une épreuve sportive des Jeux Olympiques. Alors c'était intéressant, effectivement, on l'a vu aussi dans cette table ronde de l'année dernière qu'on a fait sur sport et e-sport, est-ce qu'il a sa place au JO? On avait débattu là-dessus, mais dis, j'aurais deux questions pour toi. La première, elle m'est venue quand Boris effectivement parlait du déploiement de la fibre, etc., et qu'il n'y a pas forcément dans toutes les régions des capacités d'accueillir des LAN, etc., d'avoir quelque chose de stable. Est-ce qu'il y aurait une corrélation par hasard entre les régions qui sont réticentes à e-sport et le déploiement de la fibre et des accessibilités numériques de ces régions? Ah, J'allume mon micro. Ouais, c'est bon, c'est J'allume bon, mon c'est bon. micro. La réponse va surprendre tout le monde, mais oui. Ah oui, évidemment. Oui, oui, effectivement. Effectivement, c'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est-à-dire que là où il n'y a pas la fibre, bon, je vais pas citer les départements, c'est pas moi. Mais là où ça se déploie le moins bien, effectivement, il y a moins d'écho. Hein. Ça paraît assez logique. Et même, il y a moins de culture de ça. Hein. De la culture du numérique. Hein. C'est aussi un état d'esprit. C'est-à-dire que plutôt dans la campagne, etc., bon, on se dit, ça reste encore ringard pour eux, enfin, ou un petit peu éloigné, ils en entendent parler vite fait, quand même. Mais ça prend petit à petit, hein, c'est pas trop un souci. Effectivement, les déserts numériques sont un souci, mais pour tous les sujets. Évidemment, ça touche pas que l'e-sport. Hein. Donc ce serait en fait qu'une question de temps au final. C'est pas forcément une question de manque d'envie, c'est juste une question de temps et d'ouverture d'esprit. Une fois qu'il y a l'accès, il y a forcément ces nouvelles propositions qui arrivent et ça va se développer. Ouais, mais c'est pas que ces freins-là, en fait. C'est-à-dire que c'est multifactoriel et on pourrait très bien prendre des mesures qui permettent d'accélérer le développement de l'e-sport ou tout du moins de l'accompagner. Et ce qu'a dit Boris tout à l'heure était intéressant, c'est-à-dire que l'écosystème c'est aussi tout ce qui va être un tout petit peu à côté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, Trust eSport, le fonds d'investissement, le VC, là, qui a investi beaucoup d'argent dans des startups innovantes, l'innovation elle se fait pas dans l'e-sport même, elle se fait en marge de l'e-sport, mais avec l'e-sport. Et ça va être toute la nouvelle technologie, c'est-à-dire toute la technologie immersive, réalité virtuelle, réalité mixte, réalité augmentée, tout ce qui est fan engagement, comment est-ce qu'on consomme notre rapport à la télévision, à quel point la télévision commence à disparaître complètement des radars des moins de 25 ans, comment est-ce qu'on interagit avec Twitch, comment est-ce qu'on peut créer des plugins qui permettent d'interagir avec Twitch, etc., etc. Et tout ça, c'est avec l'e-sport en fait. Et c'est pour ça que c'est important d'accompagner l'e-sport parce que on accompagnera en même temps l'innovation de ces nouvelles startups qui ont de belles idées et de beaux talents. Et ça serait dommage encore les perdre pour les Américains, quoi. Au profit des Américains, ça serait dommage. Alors ça tombe bien parce que du coup tu vas me lancer sur. Ah oui, Nicolas, un mot rapide peut-être? Ouais, vas-y, vas-y. Moi, ce qu'a dit Boris, des endroits pour se retrouver, s'entraîner, etc. Au-delà de est-ce qu'il y a de la physique, etc. Tout le monde a déjà entendu parler d'une comme des médiathèques. Ça, aujourd'hui, c'est des endroits où on n'arrive plus à attirer les enfants. Aujourd'hui, on vient plus à la médiathèque faire sa recherche pour faire un exposé. On fait un coup de Google, on a Wikipédia et hop, c'est dans le truc. Je vais juste vous donner l'exemple d'un tout petit village dans l'est de la France qui est justement jumelé avec la ville d'Arles, pour lequel il y a une histoire très très longue, très très belle, mais je ne raconterai pas ce soir, qui s'appelle Erpy. Erpy d'Arlésienne, parce que c'est jumelé avec Arles. Là, je remonte à une vingtaine de la Seconde Guerre mondiale. On a, il y a 2 ans, pour un événement, une délégation d'Erpy, et puis une délégation de chez nous est allée à Erpy pour renouer des liens. Et en fait, le maire, il a fait une chose très très simple dans sa médiathèque qui était désertée. Il a mis 4 consoles. Il a ramené les enfants du village à la médiathèque, pas parce qu'ils n'avaient pas de console à la maison, mais parce qu'on pouvait jouer ensemble à la console dans la même pièce. Et en même temps, les enfants en partant, le soir, ils emportaient un livre, ils emportaient un truc, ils emportaient, etc. Donc, l'e-sport n'est pas une affaire. Ne serait-ce que comme ça, il y a un tournoi, c'était le moyen de jouer ensemble dans la même pièce, finalement, comme si on aurait dû faire un Monopoly.
de se retrouver un moment dans la même pièce, mais finalement, cette pièce, je te trouve être dans la médiathèque, il y a plein de choses à regarder dans cette médiathèque, à consulter, etc. Donc c'est peut-être quelque chose qu'il faut garder à l'esprit dans l'aménagement du territoire, ça, hein. Donc, si on amène une bonne connexion Internet à ce qu'il y a à terre, aménager un endroit où vous pouvez jouer, c'est le prétexte aux jeux vidéo, mais du coup, se recréer du lien social, sortir de chez soi, etc. Et puis s'apercevoir que dans cette médiathèque, il y a des bouquins, il y a des BD, il y a des choses comme ça. Puis après avoir fini une partie de FIFA ou de je ne sais pas quoi, ça sort sur un coup, prendre une BD, la lire. Voilà. C'est l'aménagement de salles pour la pratique du jeu vidéo. Ça peut être tout simplement de reconvertir ou de faire un petit point supplémentaire, de repenser les points qu'on a déjà dans les règles du jeu. D'accord, donc oui, effectivement, c'est utiliser l'e-sport en tant que moyen et pas qu'en tant que finalité pour pouvoir ouvrir à plein d'autres choses. Mehdi et Boris, cette dernière question, il s'adressera plus pour vous parce que vous avez été dedans du début à la fin. Le confinement, on en sort enfin, les événements reprennent enfin. Qu'est-ce qui a changé? Alors Mehdi, évidemment, énormément de choses, j'imagine. Boris aussi, évidemment, à un certain niveau. Qu'est-ce qui a changé et comment est-ce que vous voyez ce nouvel, un peu ce nouveau futur qui s'offre à nous? C'est-à-dire que tout a été un peu chamboulé par le confinement. Par exemple, je prends le monde du professionnel, il y a une vraie révélation, une vraie prise de conscience au niveau du télétravail dans toutes les entreprises en France, qui maintenant, pour la plupart, en propose même post-période Covid, etc. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement et qu'est-ce qui a changé un peu votre vision sur, et ben par exemple Mehdi, toi, ce que tu pouvais proposer comme voyage, etc. Et Boris, toi sur tout simplement les événements, comment ça s'est passé? Boris, je vais te laisser commencer. Qu'est-ce qui a changé pendant cet 1 an et demi de confinement? Alors, évidemment, on va pas refaire l'histoire et tout le monde a été chamboulé. Par contre, ce qu'on voit dans l'écosystème du jeu vidéo et de l'e-sport, c'est un moyen de créer du lien social. Parce que les jeunes, pendant plein confinement, pouvaient pas aller sur les terrains de basket, les terrains de foot et se retrouver avec leurs potes pour jouer à Minecraft, à Fortnite, tout ce que tu veux. Donc ça, c'est quand même important de le prendre en compte. Alors, je vais pas partir sur des histoires d'addiction, etc. Mais en tout cas, on l'a constaté. On a constaté un engouement pour tout ce qui est streaming. Et donc, moi, de mon point de vue, on a vu un basculement de l'e-sport performance à l'e-sportainment. Alors, j'aime pas trop le terme, mais au côté entertainment de l'e-sport. C'est-à-dire, les influenceurs, les créateurs de contenu, on parlait de chiffres incroyables pendant le confinement. Aujourd'hui, ils baissent pas forcément. C'est-à-dire que tu vas le soir sur Twitch régulièrement, tu as 50, 60, 100 000 personnes qui regardent un live. C'est pas forcément de l'e-sport pur en termes d'affrontement et de compétition. Ça peut être des débats, ça peut être des show matchs, etc. Donc il y a un côté création de contenu qui rentre maintenant dans les modèles économiques, notamment des clubs d'e-sport. Parce qu'aujourd'hui, avoir un club d'e-sport, c'est pas rentable. Il n'y a aucun club d'e-sport en France et ailleurs qui gagne de l'argent, c'est-à-dire qui fait du bénéfice. Il y en a quelques-uns. Allez, il y en a quelques-uns. Mais dans l'ensemble, monter son club d'e-sport et avoir 3, 4, 5 équipes sur League of Legends, CSGO, Fortnite, Rocket League, ce que tu veux, c'est très complexe. Et surtout, avant de gagner de l'argent, tu fais un pari sur l'avenir. Tu vas chercher des investisseurs qui vont te mettre 2 millions, 5 millions, 10 millions, 30 millions, en espérant que dans 5 ans, dans 10 ans, ta boîte soit aussi valorisée qu'un club de foot ou qu'un club de rugby ou je ne sais quoi. Donc, pour pallier parfois cette problématique de retour sur investissement, le basculement, moi, que j'ai plutôt constaté, c'est que les équipes e-sport ont rajouté une partie influence, content creator, comme on dit, des créations de contenu, avec des ambassadeurs sportifs d'ailleurs, hein, de plus en plus, des sportifs qui débarquent dans l'e-sport, et puis des influenceurs qui vont parler de jeux vidéo ou de lifestyle ou de musique ou autre, en marge finalement de la pure performance que représente finalement l'e-sport dans son état originel. Donc voilà, de mon point de vue, on assiste à un basculement et on est obligé finalement de s'intéresser non pas qu'à la performance d'une équipe au sein d'un club, mais à ce qui se passe autour, le merchandising par exemple, le côté création de contenu et plein d'autres activités qui font que ben voilà, on a des structures maintenant qui sont des vraies entreprises avec plein de secteurs d'activité à l'intérieur. Alors,
Mehdi, je Mehdi, te du laisse. coup, un dernier mot, mais Mehdi qui est Ouais, sur le je fil. De vais toute conclure. manière, on va clore Oui, juste après oui. ça. On t'écoute. Ben ouais, je voulais rebondir donc sur ce que vient de dire Boris parce que je fais exactement le même constat. Disons que maintenant, aujourd'hui, il faut construire un narratif pour les marques, pour les annonceurs, pour qu'il y ait une sorte de symbiose entre la marque annonceur, la marque et les équipes. Et du coup, les équipes ne sont plus dans la performance sportive ou e-sportive, elles sont plus dans la narration et dans le marketing. Alors, c'est à nous aussi, sachant que c'est aussi notre rôle de placer les annonceurs, c'est à nous de faire le tri entre les bons annonceurs, les mauvais, entre le bon narratif et les mauvais narratifs. Ça, c'est mon premier point. Deuxième point, ce qu'a apporté le Covid, en dehors de m'avoir mis dans la panade pendant un an puisque mes activités touristiques terminées, ce que ça a apporté, c'est une culture numérique pour les plus seniors, et ça, j'ai trouvé ça super. Même mes grands-parents ont utilisé la visio, et j'ai trouvé ça génial. Le deuxième point, c'était plutôt une évaluation de la projection écologique. Vraiment une mise en conscience, une mise en abîme de ce qu'allait devenir l'écologie, ne serait-ce que pour le transport. Donc moi, j'y suis un peu dedans. Et ce qui était aussi même la culture numérique, c'est-à-dire les visioconférences consomment de la bande passante et quelles sont les techniques et les outils qui permettent d'en consommer moins. Et aujourd'hui, il y a des intelligences artificielles, notamment développées par Nvidia, etc., qui permettent de faire des choses extraordinaires. J'ai pas le temps d'en parler, c'est dommage parce que j'adore ce truc. Mais ça, c'est des startups qui pourraient être cofinancées avec l'e-sport. C'est-à-dire que il y a vraiment une corrélation extrêmement forte entre l'innovation et l'e-sport. Et je pense qu'il faut pas passer à côté de ça. C'est pour ça que j'adore le projet de Boris, qui est de vouloir investir dans les pépites. Voilà. Bravo Parfait. Boris. Mais en tout cas, merci Mehdi pour ce retour. Nous allons finir sur une question qui portera sur l'aspect politique de la chose. Nous allons remercier Mehdi Elali et Boris Bergerot qui étaient avec nous ce soir. Merci à vous deux d'avoir pris de votre Merci temps, à c'était tous. super intéressant. Merci pour votre Merci à tous. expérience. Donc on se retrouvera bientôt, j'espère. Et on va rester du coup avec François-Michel Lambert et Nicolas Sauvent-Magnier pour la dernière question qui portera sur l'aspect politique de la question. La question qui est la dernière, on conclura après ça. Je vais vous la poser. François-Michel, je vais te laisser la parole juste derrière. Alors, la question c'est comment les élus doivent prendre en compte le sport et l'e-sport dans leur politique territoriale, aussi bien sur la création d'emplois, l'attractivité pour les entreprises ou le tourisme par exemple. Je pense que les débats l'ont démontré. Il ne faut pas prendre le e-sport pour le e-sport tel qu'il est visible. Mais il faut prendre le e-sport pour le fait qu'il est partie prenante de la transformation de la société dans laquelle on est, hein, la transition numérique. Il y a un an et quelques, on aurait parlé de visio, on aurait parlé de télétravail, de téléclasse, disons de classe à distance. Ici, de la visio de la grand-mère de Mehdi, etc. De ma maman, qui doit avoir l'âge de la grand-mère de Mehdi, qui s'est mise avec un smartphone et un WhatsApp pour pouvoir... eh bien, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que le e-sport est un formidable outil d'attractivité. Je pense que c'est plutôt Nicolas, c'est plutôt Maximus, c'est plutôt ce qui se fait notamment à Arles qui pourra l'expliciter. Mais c'est aussi euh, un, euh, euh, un entraînement, pardon pour le terme, je n'en trouve pas d'autre, à utiliser les nouveaux outils. Ces nouveaux outils peuvent être addictifs comme tout, mais sont surtout des formidables outils pour continuer à garder du lien social, pour renforcer l'efficacité économique, la performance économique et l'efficacité sur les enjeux écologiques, environnementaux. On en a un peu parlé tout à l'heure. Nous gaspillons trop tous les produits qui sont à disposition, la voiture, la salle qui est Oui, bien utilisée sûr, 20 bien ou sûr. 30% de son temps. Voilà, tout ceci va nécessiter beaucoup d'agilité dans l'utilisation de nouveaux outils. Et donc le e-sport est aussi un formidable levier dans ce domaine. Et c'est ça que je voudrais que l'on arrive à réussir à rapprocher et à amener ensemble tout à la fois ce qu'est le e-sport, l'attractivité pour le territoire, mais aussi le développement autour d'une nouvelle façon d'utiliser les outils. Mais n'oublions pas, hein, et j'en finirai là, je suis un peu long, mais il y a 150 Pas de ans, il y a souci. 150 ans, combien de Français savaient lire, écrire et compter? Ben, très peu. On n'était pas à 50% de Français il y a 150 ans.
Donc c'est la même chose, c'est le nouvel alphabet à apprendre en plus de évidemment la langue française et savoir les mathématiques et savoir aussi d'autres langues peut-être étrangères, c'est toujours très bon. Et la nouvelle langue à apprendre, c'est celle de l'environnement que crée le e-sport, mais pas dans tous les sens du terme, hein. C'est Bien l'agilité, sûr, la bien sûr. fluidité. Voilà. Merci à toi, merci à vous. Pas de souci. On aura juste une dernière question d'un spectateur juste après. Nicolas, un mot sur la question que j'ai posée juste avant. Alors, j'y répondrai pas de manière politique parce que une chambre de commerce est l'élu des entreprises et représente les entreprises et est là pour favoriser le développement économique du territoire. Donc, je répondrai pas comme tu as posé la question. L'entreprise est élue par mes pairs pour les représenter à la chambre de commerce et d'industrie. Les problématiques d'aménagement du territoire, de choses comme ça ne sont pas de mon ressort. La seule chose que je peux dire, c'est notre sentiment, nous, à la Chambre de commerce du Pays d'Arles, on a senti à travers l'e-sport une niche, comme on l'a dit tout à l'heure, et qui était voilà quelque chose qu'il fallait suivre, qui va prendre encore un peu de temps à trouver sa maturité, son positionnement parfait. Ce qui nous intéressait nous, à notre commerce, c'est la création d'entreprises, la création d'emplois, et aussi, il faut le rappeler, les chambres de commerce sont deux organismes de formation en France internationale. Donc, c'est de regarder évoluer ce, ce, cette infrastructure et de voir quels étaient les métiers dont on avait besoin. Est-ce qu'on fait de l'événementiel sportif comme on fait de l'événement sportif? Est-ce qu'il n'y a pas des métiers différents? Qui dit métier dit formation, qui dit formation dit chambre de commerce. C'est comme ça qu'on est venu derrière. Maximus a aussi une manière d'observer plus près le milieu et puis ben, si ça peut permettre à la région PACA de se développer et devenir une terre d'e-sport, tant mieux. Juste sur ce point-là, c'est vrai que je sentais Mehdi un peu dépité, que certaines régions soient plus dynamiques que d'autres dans l'e-sport. Je suis pas sûr qu'il faille le regretter parce que on a vu que pour l'instant c'est une niche. Si toutes les régions de France étaient super dynamiques dans l'e-sport, il y aurait peut-être plus à manger pour parce que la région du Sud, toute l'année est très dynamique. J'espère que la région PACA lui emboîtera le pas, de telle façon qu'on ait une espèce de dorsale Italie-Espagne qui soit super dynamique au niveau de l'e-sport. Et puis voilà. Puis je voulais juste remonter ma carte de visite à Mehdi. Hein. On a un incubateur accélérateur qui s'appelle Adrénaline à la CCI du Pays d'Arles. Et si on parle business, c'est de notre préoccupation aussi. Merci beaucoup Eh pour bien, on cette fera bonne les question. échanges de mails après cette table ronde, évidemment. Une dernière question très rapidement posée dans le chat. Du coup, François Michel, en tant qu'élu territorial, êtes-vous souvent sollicité pour soutenir ou participer à des événements e-sport? Si oui, quel est votre rôle sur ces événements? Alors, je suis pas un élu territorial, puisque le député est un parlementaire et il est un élu dit national. Il vote les lois, contrôle l'activité du D'accord. gouvernement. Mais je suis un élu qui est dans un territoire et paradoxalement, il y a Pierre, quand je dis Pierre Châtelain, que je connais très bien, c'est celui qui me sollicite, mais pas plus que cela. Et je pense qu'aujourd'hui, je peux comprendre, connaissant Pierre depuis longtemps, la discrétion de cette activité, parce que moi, le premier, on pensait que ça n'existait pas, que c'était une lubie de quelques-uns. Et en me remémorant, je l'ai dit tout à l'heure, le football, je me suis dit, c'est peut-être la même chose que le football il y a 150 ans ou 130 ans. Le football était à la fin du 19e siècle, qui est en train d'advenir. Et au contraire, nous devons comprendre. Le premier club de foot professionnel, c'est le club de foot en France, c'est en 1899. Hein, L'OM est arrivé juste après, je crois que c'était le deuxième ou le troisième. Ça faisait quand même quelques années déjà que les uns et les autres jouaient au football et que Le Havre, puisque c'est le HAC, premier club de foot professionnel, a compris, la ville du Havre, qu'il fallait aider à structurer un club dans le territoire. Aujourd'hui,
les élus, nous devons comprendre qu'il faut aider à structurer le e-sport sous toutes ses formes, avec la dimension supplémentaire que j'ai donnée tout à l'heure, cette dimension supplémentaire et celle de l'agilité aux nouveaux outils. Le sport aussi, les élus qui étaient précurseurs, c'était pour que les ouvriers, pour que leurs citoyens aient aussi une bonne forme et une bonne santé. Il y avait aussi cette dimension. Donc on voit que aujourd'hui, malheureusement, c'est encore trop discret et que nous devons trouver, et moi, parlementaire à l'Assemblée nationale, accompagner mes collègues députés plutôt spécialistes du domaine, à réussir à mettre à l'agenda politique national, et comme ça a été dit tout à l'heure, ça redescendra dans les territoires. Très bien. Eh bien, merci pour cette réponse, François-Michel. Merci à vous deux. Merci Nicolas, merci François-Michel pour votre participation. Merci. Je vous souhaite une excellente soirée, on se reverra bientôt. Et moi, je vais vous souhaiter une excellente soirée à vous, les viewers, tous ceux qui ont été avec nous pendant ce stream. Merci d'avoir participé dans le chat, merci d'être resté avec nous. Nous avons conclu du coup ce débat qui portait sur les outils le sport et e-sport sont des outils d'attractivité du territoire. Je pense qu'on a à peu près couvert toutes les facettes qu'on pouvait couvrir avec des invités de marque. On se retrouve très bientôt pour un deuxième débat sous l'eSport Challenge et dans quelques semaines un plateau spécialement designé pour vous dans l'eSport Challenge. Donc restez connectés. N'oubliez pas de follow la chaîne Twitch Centurion Studio, le Twitter eSport Challenge et restez connectés sur le hashtag eSport Challenge. Merci à tous, passez une excellente soirée, on se retrouve très vite.